Le club automobile ouvert à tous présente en direct du Mondial de l'Auto. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Sud Radio au cœur de l'événement de ce mondial exceptionnel de l'année 2022. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Alors moi j'ai passé une semaine totale sur ce mondial de l'auto, je suis ravie. Moi j'ai une grosse ampoule au pied qui prouve que j'ai aussi beaucoup marché dans le salon. On va consacrer notre émission évidemment à ce mondial de l'auto. Nous sommes merveilleusement accueillis sur le stand de Mobiliance, qui est effectivement le regroupement de toutes les professions de l'automobile. On en parlera en détail, mais on a beaucoup d'autres sujets à proposer, spécial mondial. Oui, on commence par la fin. Tiens, on va parler des constructeurs chinois. Alors pourquoi ? Parce que ça ne vous a peut-être pas échappé qu'il y avait beaucoup de constructeurs occidentaux qui n'étaient pas présents sur ce salon. Il n'y a pas de constructeur allemand, il n'y a pas de constructeur italien, il n'y a pas de constructeur américain hormis Jeep qui fait partie de Stellantis, il n'y a pas de constructeur britannique, il n'y a pas Volvo. Bref, on se dit, mais qui est là ? Alors les constructeurs français sont là hormis Citroën, et surtout on a pour la première fois à Paris beaucoup de constructeurs chinois. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi autant de constructeurs chinois? On vous dira tout à l'heure. Et est-ce que effectivement cette électrification du parc automobile est effectivement avec des conséquences sur le monde professionnel de l'auto? On verra comment les Français pensent l'arrivée de cette construction et tout le monde de ces véhicules automobiles. On en aura envie des voix habituelles avec Dominique Stemfel, on parlera pneus. Oui, on parlera des innovations en matière de pneumatiques qui sont présentes aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux salons en parallèle. Il y a le mondial de l'auto sur lequel on est actuellement. Et puis, juste à côté, il y a le salon équipe auto qui est plus réservé aux professionnels. Mais le fait que ces deux salons se tiennent en même temps, ça a quand même une importance parce qu'on est en train de vivre une vraie révolution. Et la révolution, elle est évidemment pour les constructeurs, elle est pour les acheteurs, elle est aussi pour les professionnels de la prévente. Et on va voir ça avec Xavier Oran qui est avec nous, qui est le DG de Mobiliance et qui va nous expliquer comment on va pouvoir vivre cette transition au mieux. Vous avez envie de participer, vous le savez, cette émission est la vôtre, 0826 300 300, vous nous rejoignez au standard de Sud Radio. Vous pouvez réagir également sur la page Facebook de Sud Radio et puis vos mails sont attendus, je participe @sudradio.fr. J'ai envie de souhaiter aussi de très bonnes vacances puisque ça y est, les vacances de la Toussaint ont commencé. Vous allez peut-être avoir le temps de mieux nous écouter, de nous retrouver en replay également sur la page YouTube de Sud Radio. Et puis évidemment de vivre toutes nos émissions en direct. Allez, on parle auto avec vous, c'est parti. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, eh bien, nous allons accueillir celui qui représente toute l'équipe qui accueille Sud Radio aussi sur ce salon. Il s'agit de Xavier Oran et de Mobiliance. Un mot sur Mobiliance pour tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Je suis d'abord absolument ravi de vous accueillir sur ce stand. Ce stand a quelque chose de très particulier parce qu'il concentre plus de 500 000 emplois en France. C'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois ici, sur ce stand, que sur l'ensemble du mondial. C'est une force économique et sociale absolument considérable que Mobiliance a le privilège de représenter. Nous rassemblons l'ensemble des entreprises qui vont de la start-up, aujourd'hui on aura peut-être l'occasion d'en parler, jusqu'à des ETI qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires avec plusieurs milliers de salariés. Ce sont des entreprises qui sont toutes confrontées à une révolution absolument fondamentale de leur modèle économique, technologique, sociaux et sociétaux. Donc oui, vous avez parlé de révolution tout à l'heure, c'est plus que ça. C'est une métamorphose, c'est-à-dire que c'est une combinaison de facteurs de changement qui ont ceci de particulier par rapport à ce que l'automobile a vécu au cours de ces 100 dernières années, c'est que l'intensité et la vitesse de cette transformation sont absolument impressionnantes et sans équivalent dans notre histoire. Alors on sait que les changements font peur, il y a des gens qui ont peur, il y a même des grands patrons qui ont peur. On a entendu l'intervention lundi du patron de Stellantis et qui disait, qui voyait avec angoisse l'arrivée de 2035, la suppression des moteurs thermiques. Vous le vivez comment, vous ? Enfin, les professionnels du secteur le vivent comment, ce changement ? C'est très difficile parce que nous sommes en réalité confrontés à un choix. Il faut dire les choses puisque nous sommes sur Sud Radio, la radio qui parle vrai et qui aime l'automobile, donc je vais vous parler vrai. La vérité, c'est que nous sommes confrontés à une décision politique qui a été prise par l'Union européenne en fixant une échéance très stricte, c'est-à-dire 2035, qui est la date de rendez-vous, à laquelle effectivement la commercialisation de véhicules neufs, thermiques et hybrides sera interdite. C'est-à-dire que nous avons 13 ans devant nous. Alors,
La temporalité n'est pas la même pour les différents acteurs. Il y a la temporalité des acteurs industriels. C'est une industrie. Oui, eux doivent abandonner le thermique en 2035. Anticiper, c'est une industrie du temps long. Donc les investissements, en réalité, qu'il faut opérer à l'échéance de 2035, c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de se faire. Même presque hier, on en parlera avec Valéo. Entendu, on y reviendra. Donc on est dans une accélération très forte en termes d'investissement, avec un niveau d'investissement en particulier dans l'innovation qui est absolument massif. Et là, il y a la temporalité du parc automobile lui-même, parce que nous sommes sur un parc automobile qui est très vieillissant, c'est-à-dire que sa moyenne est à 12 ans. On est à 12 ans aujourd'hui et on sait qu'il faut à peu près 25 ans pour renouveler intégralement un parc automobile. Absolument, il faut au moins 25 ans pour renouveler à peu près une grosse moitié du parc automobile. Donc il y a un effet d'inertie qui est tout à fait important. Et puis naturellement, il y a la temporalité de tous nos compatriotes qui sont en train, je l'espère, de partir en vacances avec le réservoir plein en carburant. Et ils sont 98% à partir en vacances avec une voiture thermique, en se posant tous la question, peut-être en nous écoutant, mais qu'est-ce que je vais acheter demain pour garantir ma liberté de mouvement, ma liberté de circulation, voire ma liberté tout court. Alors Xavier, merci de la transition toute trouvée, puisque nous avons à vos côtés Alexandre de Saint-Léon qui est responsable en fait monde de toutes les études sur la mobilité. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour Ipsos, exactement. Et par rapport à ce que vient de dire Monsieur Oran de Mobiliance qui nous accueille ce matin sur le mondial de l'auto, comment les Français voient la transition? Est-ce que les Français croient au passage en 2035 au tout électrique? Ils sont encore très frileux. Ils sont 25% à croire qu'en 2035, les Français seront prêts à passer au tout électrique. Et quand on compare avec nos voisins européens et qu'on leur demande si leur prochain véhicule neuf sera un véhicule électrique, ils sont également que 25% en France, alors on est en moyenne à 43% en Europe. Et on est à des niveaux beaucoup plus élevés en Italie, en Angleterre, où on est autour de 60%. Donc les Français sont beaucoup plus frileux que leurs voisins sur le passage à l'électrique. Ce qui est intéressant, puisque vous évoquiez la décision politique ou la décision de l'Union européenne, c'est quand on demande, on a interrogé avec sur une étude en partenariat avec Equipoto notamment, on leur a demandé leur opinion sur la décision de l'Union européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques en 2035. On a interrogé des Français, des Anglais, des Italiens et des Allemands. Les Français sont les plus critiques à l'égard de cette décision. La vente de véhicules neufs. La vente de véhicules neufs. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que la France, alors si on laisse de côté le Danemark avec ce grand territoire dans le nord. Là, Norvège. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la France est le plus grand pays d'Europe. Alors peut-être que pour nous, la mobilité électrique pose plus de problèmes que pour un Belge ou que pour un Luxembourgeois ou que pour un Danois ou un Italien. Voilà, on a des plus grandes distances à parcourir. Bien sûr, il y a ce que vous dites, Jean-Luc, vous avez parfaitement raison. On ne peut pas comparer l'ensemble des territoires de l'Union européenne qui ne sont pas du tout sur un pied d'égalité par rapport à cette réalité territoriale. Là, et puis il y a naturellement, au-delà des bandes de recharge dont on peut reparler, parce que la France accuse un retard, mais finalement un retard assez relatif par rapport à ses voisins européens, mais il y a un retard tout de même qui est évident, qu'on ne peut pas nier, mais il y a le prix, c'est-à-dire que le différentiel de prix entre un véhicule thermique et un véhicule électrique aujourd'hui est de l'ordre d'au moins 50% plus cher, avec des questions évidemment sur les valeurs résiduelles. Vous avez vu, Carlos Tavares a indiqué quand même que là, à horizon très rapide, donc dans moins de 3 ans, on aurait des prix de voitures électriques qui seraient inférieurs au prix des voitures thermiques. Et le mot cherché, c'est Groenland. Il faut l'espérer parce que si nous n'arrivons pas à une parité des prix le plus rapidement possible entre le thermique et l'électrique, avec une équation économique qui a été percutée par la guerre en Ukraine en particulier, et avec une inflation des coûts extrêmement importante, si nous n'arrivons pas à être au rendez-vous en termes de prix, il est fort possible que ça soit un accident industriel qui soit au rendez-vous, et puis simultanément un décrochage des classes moyennes dans l'accès à une mobilité propre. Alors moi je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que le fait de cette révolution, on a vu que les constructeurs avaient massivement délocalisé dans les années passées, aujourd'hui on va relocaliser pour faire de l'électrique qui a forte valeur ajoutée, est-ce qu'il ne faut pas le prendre plutôt comme
un bien que comme un mal. De se dire, on va refaire en France des voitures. C'est exactement ce qu'a dit le président de la République lorsqu'il a visité le mondial lundi, et c'était très important que le président de la République soit à l'ouverture du mondial et d'Équipe Auto, parce que la révolution, elle se fait non seulement dans le domaine industriel, mais elle se fait aussi dans le domaine de la vente, de la prévente et des services de l'automobile. Et le président de la République a fixé un objectif de production de 2 millions de véhicules électriques en France à l'horizon 2030. C'est un objectif collectif. Il est extrêmement important parce que la France avait, hélas, sensiblement décroché dans sa production industrielle automobile depuis 15 ans, avec une balance commerciale qui est très significativement déficitaire. Et donc oui, c'est un nouveau projet, mais c'est aussi une nouvelle ligne de départ. C'est une nouvelle ligne de départ parce que la France, du fait des décisions de l'Union européenne, a choisi délibérément de sabrer un avantage stratégique majeur qui était la production de véhicules thermiques. Il faut aussi remettre tout en perspective pour réaligner des objectifs stratégiques qui sont absolument majeurs pour l'avenir du pays. Il faut aussi que les Français suivent. C'est-à-dire que si les Français ne suivent pas... S'il n'y a pas de client, je voudrais qu'on revienne sur le client est au centre de tout. Voilà, donc nos amis d'Ipsos ont eu raison de faire cette étude extrêmement intéressante. J'aimerais qu'on en délivre encore quelques... Oui, ce qui est peut-être important à avoir en tête, c'est que les acheteurs de véhicules qui ont l'expérience de véhicules électriques sont 80% à être fiers de leur achat. Ils sont satisfaits, oui. Ils sont plus des 2 tiers à être satisfaits de leur voiture. Et plus on est exposé à l'expérience des véhicules électriques, plus on est satisfait de cette expérience. Donc je pense que c'est vraiment un moment de bascule dans l'opinion et dans l'opinion publique en général. Qu'il y ait des questionnements, qu'il y ait des peurs. Mais quels sont les freins encore aujourd'hui dans votre étude chez Ipsos? Un des freins qui me semble, il y en a plusieurs, mais un des freins qui me semble intéressant, c'est que 53% des Français estiment que le passage à l'électrique est un phénomène de mode. Ils n'inscrivent pas encore ce changement dans une tendance profonde et bien alignée entre les différents acteurs. Et je pense que ça, c'est un vrai frein à l'achat de véhicules électriques. Pour les convaincre, il faut les prendre et les mettre à rouler dans une voiture électrique. Oui, mais rouler, c'est très bien, Jean-Luc. Je suis d'accord que c'est bien. Mais sauf que quand tu habites en plein milieu de la campagne et que tu n'as pas de borne... Il y aura des solutions. Alors là, on a vécu la crise, on va appeler ça la crise des carburants récemment. Les voitures électriques ont continué à circuler. Le seul véhicule avec lequel on est sûr de ne jamais tomber en panne de carburant, c'est la voiture électrique. Tout le monde a une prise de courant. Tout le monde a une prise de courant chez soi. Alors ça prendra du temps, certes, mais on a tous une prise de courant. Alors les autres freins, c'est des craintes autour de l'autonomie de la voiture. Ils estiment encore que l'autonomie est insuffisante. Des craintes sur l'expérience de recharge. Et l'idée, ils sont encore 71% à estimer que les infrastructures ne seront pas prêtes en 2035 pour assurer le passage au tout électrique. Alors on va voir que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, puisque Valeo, qui est un des plus gros équipementiers mondiaux, le plus gros équipementier français, croit beaucoup à l'électrique. On va avoir tout de suite avec nous Michel Forissier, qui est directeur de l'ingénierie de Valeo. Et vous allez rester avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et Sud Radio aime l'auto, vous le savez, cette radio qui parle vrai et qui adore l'automobile et ses acteurs, puisqu'il n'existe rien sans les hommes et les femmes qui font vivre tout ça de talent. Vous avez rendez-vous sur la page Sud Radio, Facebook Sud Radio. Vous êtes déjà fort nombreux à réagir sur ce sujet, puisque nous sommes en direct du stand Mobiliance, en direct du Mondial 2022 de l'automobile, avec cette métamorphose, ce virage incroyable que prend l'automobile. Et on va en parler d'autres virages. C'est les grandes innovations. Plusieurs virages. Alors dans les virages, souvent il y a la notion de danger. Est-ce que vous savez que Valeo, c'est le leader mondial dans le domaine des aides à la conduite? Il équipe une voiture neuve sur 3. Ça fait du bien de faire cocorico de temps en temps. On a avec nous Michel Forissier, qui est directeur de l'ingénierie de Valeo. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Michel. Alors Michel, vous présentez 2 innovations majeures en matière de sécurité sur ce mondial de l'auto. Le premier, c'est un scanner LiDAR. On va expliquer ce que c'est. Ça permet aux voitures, entre guillemets, de rouler toutes seules. Le deuxième, ça s'appelle le Driver Monitoring. Et là, ça me fait rigoler parce que vous allez pouvoir mesurer les émotions du conducteur. Vous nous direz si on peut savoir si le conducteur est amoureux en l'observant lorsqu'il est au volant. Bon, je vais faire attention de ne pas venir à côté de toi alors. Voilà. Bon, le LiDAR, pour ma maman qui ne sait pas ce que c'est quoi? Alors le LiDAR, c'est un scanner laser, c'est-à-dire qu'on projette un faisceau laser devant la voiture
qui va balayer tout l'environnement en avant de la voiture à 15 fois par seconde, et on va recréer jusqu'à 200 mètres une vision complètement 3D de l'environnement devant la voiture, de façon à bien détecter tout ce qu'il y a. Et le lidar a ça de formidable, c'est qu'il voit absolument tout, y compris les choses que les autres capteurs ne voient pas. Par exemple, une caméra, ça voit pas la nuit, un radar, ça voit pas à travers des objets qui sont pas métalliques, et une caméra infrarouge, ça voit pas des objets qui sont pas chauds. Et donc le lidar, lui, voit tout, y compris donc en particulier par exemple des déchets de pneus sur l'autoroute à 200 mètres, ce qui est important si vous voulez faire de la conduite automatique, la conduite autonome, parce que dans ce cas, vous êtes en parfaite sécurité. Les yeux que représente le lidar voient bien loin et précisément, et du coup, vous avez le temps de faire une manœuvre d'évitement ou de freiner automatiquement. La troisième génération de ce lidar, elle apporte quoi? Alors elle apporte beaucoup de distance, on le voit à 200 mètres, c'est plus loin qu'avant. Elle apporte surtout beaucoup plus de précision. On arrive à faire 10 000 points de mesure par seconde au lieu de moins d'1 million avant. Et donc quelque part on a donc une précision très très forte qui permet de voir les objets, y compris petits, assez loin. Et encore une fois, pour reprendre l'idée du pneu sur la route à 200 mètres, un pneu ça fait 5 à 10 cm de haut, c'est noir sur une route noire, et donc on le voit à 200 mètres, et à 200 mètres à 130 à l'heure, vous avez 5 secondes pour faire une manœuvre d'évitement et freiner, donc ça vous met en sécurité. Ça, je peux vous dire qu'effectivement c'est un gros piège, parce que moi j'ai pris un pneu de camion sur l'autoroute à, voilà. bon, allez, on va dire 140 km/h, la voiture est restée sur place. Michel Forissier, le lidar, donc c'est pour les voitures, pour la conduite autonome. Ça fait 10 ans qu'on nous dit il y aura de la conduite autonome demain. Ça arrive quand? Alors ça arrive progressivement parce qu'en fait, conduite autonome, c'est un terme un peu général. En fait, tout ça participe d'une évolution des systèmes de sécurité active embarqués dans les voitures. On y va progressivement, ce qu'on appelle les niveaux. Il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Là, actuellement, la plupart des voitures neuves qui sortent sont équipées de niveau 2, c'est-à-dire de systèmes basés sur des caméras et des radars qui vous permettent de freiner automatiquement, de garder les distances avec la voiture qui est devant, de rester dans la ligne, par exemple. Là, pour aller plus loin et faire ce qu'on appelle le niveau 3, vous pouvez lâcher les mains du volant et faire autre chose. Il faut un lidar parce qu'à ce moment-là, il vous faut vraiment une précision absolue, et aussi tous les logiciels d'intelligence artificielle qui vont derrière pour s'assurer que la voiture va vraiment détecter toutes les choses improbables qui pourraient arriver et donc vous mettre en sécurité. Donc ça arrive aujourd'hui, puisqu'on livre aujourd'hui des lidars sur Mercedes et sur Honda. On est les seuls au monde à faire ça, on va faire cocorico, et on est les seuls à permettre le niveau 3 automobile aujourd'hui avec nos lidars. Alors vous faites aussi les Big Brothers de l'automobile, puisque vous allez espionner le conducteur pour arriver à détecter, alors d'une part s'il est vigilant, mais ça va plus loin parce que vous dites qu'on est capable de détecter les émotions. Comment c'est possible ça? Ça fait presque peur quand même. Non, alors en fait, il faut savoir qu'en 2024, il sera obligatoire d'avoir un système de détection d'attention dans les voitures, qui d'ailleurs est aussi indispensable si vous faites de la voiture autonome pour être à la certitude que vous êtes en capacité de reprendre le volant. Et donc on utilise des caméras et des radars intérieurs pour regarder le conducteur et vérifier par exemple s'il ne s'endort pas. En fait, on a des logiciels d'intelligence artificielle qui regardent si vos yeux clignotent ou si vous commencez à piquer du nez. Et en fait, avec les algorithmes qu'on a développés, on arrive à savoir si vous êtes en train de vous endormir ou pas. Donc là, on va vous réveiller avec de la lumière ou une petite sonnette ou une vibration. On va regarder aussi si vous avez l'attention qui est nécessaire, c'est-à-dire que vous regardez bien la route en face de vous. Donc on arrive à détecter un certain nombre de choses. Alors on peut faire un peu mieux, parce qu'avec des radars, par exemple, on peut regarder le rythme de cardiaque. On peut regarder, avec des caméras infrarouges, on peut regarder la température des gens. Et évidemment, si vous multipliez toutes ces informations et vous faites les algorithmes qui vont bien derrière, vous pouvez détecter d'une certaine mesure une forme d'émotion. Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui a chaud et qui est angoissé. Et donc on arrive à analyser un peu mieux le comportement du conducteur. Mais quelle réponse vous donnez dans ces cas-là? Excusez-moi. Quelle réponse vous donnez? Un petit message au tableau de bord. Par exemple, si on voit que le conducteur il a chaud, on va lui mettre de l'air frais dans la figure automatiquement. Si on voit qu'il regarde pas la route ou qu'il fait autre chose, on va lui envoyer un petit signal sonore ou un flash de lumière pour lui dire il faut quand même que tu fasses ton job et que tu regardes la route. Voilà. Donc après on peut imaginer des tas de contre-mesures. On va continuer Michel à parler Forissier, de tout ça. vous restez avec nous parce qu'on va parler de l'électrification, puisque Valeo est aussi un champion dans l'électrification. Et puis surtout, on a gardé nos deux invités précédents, donc on continuera d'en parler. Et puis par rapport à cela, Valeo est la preuve aussi que le monde de l'auto continue de bouger et prend ce virage. Dans beaucoup de réactions aussi sur Facebook. On en parle avec vous dans quelques instants. On se fait gronder par Bastien, notre réalisateur, parce qu'on a déjà pris un peu de retard.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. À tous ceux qui marchent dedans du pied gauche, ceux qui croisent les doigts mais pas les verres, à ceux qui trinquent mais dans les yeux surtout, à ceux aussi qui confondent les avions avec des étoiles filantes et qui font quand même un vœu. Et à tous ceux qui restent au lit le 13. Et le vendredi aussi, bah oui, pour être sûr. Mettez toutes les chances de votre côté. Chez Intermarché, il y a plus de 260 000 € à gagner en bons d'achat et en cadeaux, dont des vélos électriques. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 30 octobre. Modalité sur intermarché.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Au studio, avec un message de Luce du Mans, une salle de bain chic et pas chère, ça n'existe que dans mes rêves. Luce, chez Castorama, c'est la Castomania, la grande fête des super prix dans plein de rayons comme l'ensemble meuble sous vasque Noé effet bois 80 cm avec plan vasque et miroir. Tout ça à seulement 159 €. Et oui, la Castomania est de retour. Rejoignez la grande fête pour profiter d'offres et de promos inédites dans tout le magasin. C'est le moment d'en profiter, mais vite, c'est seulement jusqu'au 7 novembre. Castorama, changer nous fait avancer. Quantité limitée à 3300 ensembles. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. Jiffy des idées de génie. En ce moment, la collection Toussaint est à moins 50% chez Jiffy. Plaques, composition florale, fleurs artificielles, moins 50% chez Jiffy sur tous les articles pour la Toussaint. Profitez-en, tout le plaisir de se souvenir avec Jiffy. Jiffy des idées de génie. Réservé aux clients VIP jusqu'au 23 octobre, remise en bon d'achat valable du 19 au 24 décembre, conditions sur jiffy.fr. À Noël avec Jouet Club, vous allez adorer jouer. Jusqu'au 24 octobre, 10 € offerts en bon d'achat des 50 € d'achat. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin ou votre drive Jouet Club. Réservé aux porteurs carte magique dans les magasins participants. Bon d'achat non cumulable, utilisable du 31 octobre au 5 novembre des 50 € d'achat. L'instant Darty. Oui, ça c'est un vrai champion. Mais enfin, tu regardes ton lave-linge là. Justement. Jusqu'au 17 novembre, le lave-linge Indesit classe énergétique C est à 399 € au lieu de 449 €. Commandez maintenant sur darty.com, c'est dispo dans 1 heure. Voir conditions en magasin sur darty.com. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à mardi, profitez d'une réduction immédiate de 60% sur les couettes anti-acariens dodo. Par exemple, la couette 140 sur 200 est à seulement 24 € au lieu de 60 €. Avec une offre pareille, emparez-vous de vos doudous et direction les bras de Morphée. Auchan, avec plaisir. Remise immédiate de 60% sur les couettes anti-acariens dodo. Enveloppe et garnissage 100% polyester. Existe dans d'autres tailles, fabrication française. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Écoutez Voir vous présente Juste. Des lunettes fabriquées dans des matériaux plus respectueux de l'environnement, avec des modèles Origine France garantie, et dont les bénéfices sont réinvestis dans l'économie sociale et solidaire. Lunettes Juste, les lunettes qui ne sont pas juste belles. En ce moment, chez Écoutez Voir, jusqu'à 60 € offerts sur votre prochain équipement. Écoutez Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien, valable jusqu'au 31 décembre 2022. Engagement et conditions sur écoutezvoir.fr. Point de vente soumis au code de la mutualité. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente. En direct du Mondial de l'Auto, Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Sud Radio qui aime l'auto, qui vous a proposé de nombreuses émissions en direct du Mondial de l'Auto et ce n'est pas terminé. Jusqu'à 13h, on parle auto bien sûr avec vous. Vous qui êtes très très nombreux sur la page Facebook à réagir et à suivre l'émission en direct. On continue évidemment puisque c'est la grande thématique aussi de ce Mondial, ce virage électrique que prend la filière automobile et nos futures voitures également. On va en parler avec nos invités. On va garder Michel Forissier puisque Valeo travaille beaucoup sur l'électrification. Mais juste avant, mon ami Jean-Luc, je voudrais quand même partager avec toi, avec nos invités comme Xavier Oran qui nous accueille sur le stand de Mobiliance ou Alexandre de Saint-Léon qui a fait une étude Ipsos sur la façon dont les Français sont prêts ou non à passer à l'électrique. Il y a Aouche qui nous dit concernant l'électrique, n'est-on pas en train de faire une erreur comme on l'a fait pour le gasoil, c'est-à-dire que faire de la monoculture alors qu'il serait judicieux de diversifier et de proposer des véhicules en fonction du besoin. On a une autre réaction, c'est Josiane qui dit mais dites donc on veut nous forcer à prendre de l'électrique, vous rigolez, on veut nous couper l'électricité cet hiver, il faut
brancher une voiture électrique, on marche sur la tête. Il y a encore des freins, on le voit avec Alexandre. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, le sujet. Alors, ce qui est intéressant avec Valeo, c'est que on a entendu Stellantis qui nous disait attention, on va dans le mur avec le tout électrique, même si ils ont annoncé qu'ils allaient prendre le virage, mais eux, ils le prennent contraint et forcé. Et Valeo a une politique totalement différente. Valeo dit c'est plutôt une opportunité. Michel Forissier, c'est vrai? C'est une opportunité pour vous, le passage au 100% électrique? Pour la filière, ou au moins l'électrification? C'est une opportunité dans la mesure où, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour faire des voitures qui n'émettent pas de CO2. Et donc, une fois qu'on a compris ça, la question, c'est d'arriver à faire des systèmes qui soient efficaces et des systèmes qui soient pas chers. Et donc, nous, c'est notre mantra, c'est l'électrification, c'est sympa, mais c'est sympa uniquement si tout le monde peut se le payer. Et donc, on a développé des solutions techniques qui permettent de faire de la voiture électrique abordable. Alors ça commence par les petites voitures électriques abordables, et là on a été prescripteur typiquement de petites voitures telles que la Citroën Ami. On fabrique le moteur de la Citroën Ami aujourd'hui, mais d'autres voitures qui vont arriver, il y en a 3 nouvelles sur le salon qui sont équipées de nos moteurs, mais aussi on essaye de regarder qu'est-ce qui coûte cher dans la voiture électrique. Donc, et dans les moteurs, on voit que ce qui coûte cher, par exemple, c'est les aimants qui font tourner les moteurs, et donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de nos amis de Renault pour développer avec eux un moteur sans aimants, sans terres rares, qui permet de garantir qu'on pourra avoir des technologies de moteur à des coûts abordables. Et puis vous travaillez aussi sur les technologies, alors j'allais dire du futur, non, parce qu'il y a déjà des constructeurs, en particulier les Coréens, qui les ont intégrés, mais on sait que pour recharger plus vite, c'est une des clés aussi de l'adoption de la voiture électrique, c'est combien de temps je mets pour faire mon plein. Parce que autant, même si 80% des recharges se passent la nuit, si je dois me déplacer un peu plus loin, on ne veut pas attendre 2 heures au bord de la route que la voiture recharge, donc on est obligé d'augmenter, alors vous allez nous expliquer techniquement pourquoi, mais d'augmenter le voltage des systèmes d'électrification pour réduire ces temps de charge. Oui, absolument, on augmente le voltage et on fait passer beaucoup de courant, donc c'est des puissances importantes qui rentrent dans la batterie. Donc nous, on se développe à la fois les solutions de bornes de charge qui vont permettre de faire ça, on développe les solutions de chargeurs dans les voitures qui vont charger la batterie, et aussi les systèmes de gestion thermique, donc de refroidissement de la batterie, parce que quand vous faites chauffer, quand vous chargez fort une batterie, elle chauffe. Et donc pour éviter tout problème, on les refroidit en même temps qu'on les chauffe. Et on est des experts et des spécialistes de ça. On est aujourd'hui sur beaucoup de voitures électriques dans le monde, dont notamment par exemple la Volkswagen ID3. Alors oui, je voudrais juste poser la question par rapport à ce que tu viens de dire sur la problématique de la charge. Est-ce que c'est un frein aujourd'hui auprès des Français, Alexandre de Saint-Léon, d'après l'étude que vous avez fait avec Ipsos? C'est effectivement un frein, important. Ce qui est paradoxal, c'est quand on les interroge sur leurs habitudes de conduite, 70% des Français ont en fait des habitudes de conduite qui sont tout à fait alignées avec le véhicule électrique tel qu'il existe aujourd'hui. Ils font moins de 30 km par jour et ils font moins de 3 trajets de plus de 400 km aller-retour par an. Donc a priori, les voitures électriques aujourd'hui répondent à ce cahier des charges, mais ils sont malgré tout très inquiets sur l'expérience de charge et la faible autonomie des véhicules. Michel Forissier, on sait que le rendement des voitures électriques est bien meilleur, c'est-à-dire que pour faire un nombre de kilomètres donné, on va utiliser beaucoup moins d'énergie qu'une voiture électrique. On peut encore améliorer ça ? Oui, on peut encore améliorer ça d'une dizaine de pourcents. Aujourd'hui, on a des rendements de l'ordre de 80% et plus, ce qui est très supérieur aux moteurs thermiques qui sont plutôt dans les 30%. Donc vous voyez qu'on a des rendements exceptionnels. On a encore une source de rendement d'à peu près 10% encore à trouver. Mais pour revenir sur ce que disait l'interlocuteur avant, je pense que si vous roulez en voiture électrique, moi ça fait 5 ans que je roule en voiture électrique, vous vous habituez à ça et finalement vous apercevez que les freins disparaissent les uns après les autres. Si vous chargez à la maison, alors qu'on a la possibilité de charger à la maison, finalement vous n'avez quasiment jamais besoin de vous charger rapidement sur une autoroute. Et ce que disait l'interlocuteur sur les trajets est tout à fait vrai. Pour l'usage quotidien, ça marche très très bien. Après, il est évident qu'il ne faut pas avoir une grosse voiture avec des grosses batteries pour faire des petits trajets, ça ne sert à rien. Juste une question, parce que Xavier Oran de Mobiliance, le délégué général, est toujours avec nous. On voit que la filière auto, elle bouge, elle évolue. Enfin, vous êtes toujours en contact avec les professionnels et les professionnels français
mettre le paquet. Et ce que dit Michel Forissier est extraordinaire, parce qu'on a l'impression que ça va être une catastrophe. Il y a des risques, on en a parlé, on est dans un virage avec des problématiques de visibilité qui sont importantes. Maintenant, la France a de ceci de particulier par rapport à beaucoup de ses concurrents, c'est qu'on a des entreprises de rang mondial qui ont une capacité d'innovation absolument exceptionnelle. C'est le cas de Valeo, et plus largement, l'automobile, c'est 30% des investissements en recherche-développement dans l'Union européenne. 30%. Et l'Union européenne est aujourd'hui la zone dans le monde qui investit le plus dans la transition écologique et numérique. On ne le dit pas assez. Ce qui me frappe beaucoup dans ce mondial, c'est qu'il y a un nombre considérable de jeunes. Et il faut que cette automobile qui va effectivement souffrir parce qu'elle est en train de se métamorphoser, donc des métiers vont disparaître, très probablement, d'autres bien vont sûr. exister. Mais d'autres sont en train d'exister, d'autres sont en train d'émerger. L'univers de la mobilité, il est en pleine expansion. Une voiture aujourd'hui, c'est 100 millions de lignes de code. En 2030, ça sera 1 milliard de lignes de code. On assiste à une révolution technologique absolument majeure. Il faut que nos entreprises françaises soient accompagnées, soient poussées par l'ensemble de la nation, parce que c'est un sujet national. C'est un sujet stratégique majeur. L'automobile tracte le progrès et l'innovation dans tous les secteurs d'activité. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'automobile française réussit à relever le gant de cette transition écologique et numérique, alors elle tractera de très nombreux secteurs économiques pour faire en sorte que justement cette transition écologique soit compatible avec les attentes sociétales d'aujourd'hui, mais aussi abordable, et c'est ça la clé, le client a toujours raison. Oui, alors ça dépend de qui, mais non, je rigole. Toujours. Jean-Luc, on a des questions sur Facebook, on a toujours Aouche qui dit je suis pas contre la voiture électrique, mais plutôt contre la monoculture. Est-ce la fin du bioéthanol en 2035 ? Il a raison. Non, alors le bioéthanol, c'est franco-français. Donc ça va. La problématique, c'est ça, c'est qu'on est le premier producteur d'éthanol en Europe, et c'est pour ça que les constructeurs... Tiens, on va poser la question à Arnaud Belloni, qui sera avec nous là. Qui aussi, Renault travaille beaucoup sur l'électrification. Du marketing monde de Renault. Il sera avec nous dans un instant. On lui demandera pourquoi est-ce que... Alors, il y avait des projets chez Renault, il va sans doute pas aimer que je balance ça, mais il y avait des projets de voitures à l'éthanol qui ont été abandonnés. Donc, on lui demandera pourquoi. On a aussi une autre question. Pourquoi les constructeurs n'intègrent pas des systèmes d'éoliennes à la place du radiateur, par exemple, pour recharger partiellement les batteries afin d'augmenter l'autonomie ? Non. C'est sur la page Facebook de Sud tourner Radio. une éolienne, il faut de l'énergie et ça arrêterait la voiture. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Michel Forissier. Au plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, tout de suite, on va continuer de continuer sur ce mondial. Oui, mais et on surtout... aura avec nous justement Arnaud Belloni. Je voulais dire qu'on va continuer à parler d'évolution et, de ces maisons qui évoluent et qui bougent, parce que Renault bouge beaucoup aussi. Un dernier mot, parce que le principe de la neutralité technologique est clé. C'est votre auditeur qui le disait. N'ayons pas les mêmes excès que par le passé avec le diesel. Équilibrons les différentes technologies entre elles. C'est ça la neutralité technologique. Ce sera le mot de la fin pour Xavier Oran de chez Mobiliance. Mais vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de souci, nous sommes là jusqu'à 13h. On en profite pour accueillir Arnaud Belloni, qui est directeur Global Marketing de la marque Renault. Juste après, le jingle. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Et merci à ceux qui nous rejoignent à l'écoute de Sud Radio, puisque nous sommes en direct du Mondial de l'Auto, en direct aussi du stand de Mobiliance, la mobilité dans le bon sens, qui nous accueille aujourd'hui. Et nous recevons Arnaud Belloni, directeur global marketing de la marque Renault. Oui. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous avez failli pas venir. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a du monde qui vient au Mondial de l'Auto. Donc il y aura peut-être du monde ce week-end. Mais il y a énormément de monde. Ça sera sans doute pas l'affluence. Je confirme, on peut pas accéder. On peut pas accéder. Ah non, c'est fou. Même en Renault. et surtout, alors je vais pas faire tu me connais, dans le compliment gratuitement, mais c'est quand même la maison Renault qui a un des plus beaux stands. Enfin, All 6, d'abord il y a plein de choses, il y a Renault, il y a Dacia, il y a Alpine, il y a Mobilize. Si on prend Renault, Dacia et Alpine, en fait vous avez la plus grande surface d'expo. Et alors pourquoi est-ce que Renault a décidé d'être présent massivement à ce Mondial de l'Auto alors qu'il y a carrément d'autres constructeurs qui ont dit bon, on vient pas? Bon, alors d'abord,
Merci de nous accueillir. J'ai pas de retour son, c'est normal. C'est pas grave, mais sinon vous pouvez enlever votre micro, votre casque, et voilà. Ça sera mieux. Voilà. Le casque de radio, pas le casque de moto. Ouais. Pardon. Non, alors d'abord, on est une marque française, donc imaginez un seul instant qu'une marque française ne vienne pas. Citroën n'est pas là. C'est leur problème, mais c'est une faute. En plus, c'est une maison que vous connaissez bien. Plutôt bien. Moi, je serais venu personnellement. Voilà. Mais je pense que beaucoup ont regretté de ne pas venir. Beaucoup, y compris les marques allemandes. Ça, je peux pas vous dire. En tout cas, nous, en tant que marque française, c'était une priorité d'être là. Parce que, de façon générale, d'ailleurs, on essaye d'être sur les salons. On était à Munich. Ouais. On était à Munich. Oui, parce que c'est vrai que les salons disparaissent les uns après les autres. On était à Genève qui va disparaître. Vous irez à Bruxelles. Exactement, on sera à Bruxelles et a priori on sera au prochain Munich, s'il y a un prochain Munich. On est totalement convaincu que malgré tous les outils de marketing modernes, le plus vieux des outils marketing qui est de réunir des gens dans un espace et de leur présenter ce qu'on sait faire de plus beau dans un décor de rêve, c'est encore ce qui marche le mieux. Enfin, on va quand même accueillir 400 000 personnes sur le stand Renault à la fin de la semaine. On a les indicateurs qui nous disent ça à peu près. Il y a plein de gens qui disent quand même c'est combien de stades de France? Ouais. Mais Arnaud, il y a plein de gens qui disent les salons de l'auto c'est fini. Prochain mondial au Stade de France. Il y en a qui disent voilà c'est. Non mais c'est pas fini C'est pas fini. Selon vous c'est pas fini. Je suis d'accord. J'y crois énormément. Je pense que vous savez le peuple a toujours raison. Les gens sont là. C'est bouché aujourd'hui. On ne peut pas accéder. Les gens sont là et la jeune génération est là. Les organisateurs ont eu un courage fabuleux. Je veux dire, il y a plus de salons morts. Alors on a lu beaucoup de papiers où il y avait de la déception. Alors c'est vrai que par rapport au salon il y a 4 ans, puisque le dernier était il y a 4 ans, qui était déjà sur une durée plus longue, avec plus de constructeurs, on peut venir ici et se dire finalement c'est plus pauvre, mais au moins il a le mérite d'exister ce mondial. Moi, je trouve pas si pauvre que ça. Ouais. Non, je trouve pas si pauvre que ça. Évidemment, il y a moins de constructeurs, mais il y a beaucoup plus de professionnels de l'auto qui amènent leurs différences, leur innovation. Mais oui. C'est le nombre de jeunes qui est important aujourd'hui, le nombre de femmes qui sont présentes. Ouais. On est en train de représenter, au sens fort du terme, une filière qui est en train littéralement de se transformer. Moi, je salue Renault pour la qualité de son stand. J'ai été très impressionné par le fait que Renault ait fait le choix de jouer collectif et de jouer la carte française. Il est très important que Paris conserve son mondial. C'est une manière de rayonner. C'est extrêmement important parce que notre pays est à la croisée des chemins sans aucun doute, comme la filière automobile. Et le fait de montrer que les Français sont là, nous sommes combatifs, que nous avons une stratégie de filière, c'est indispensable pour affronter les défis des prochaines années. Et puis Renault arrive avec une force incroyable, c'est toute la nouvelle collection, les segments C, la Renault Lution, les innovations sur les batteries, sur les moteurs hybrides. Voilà, en plus avec des noms qu'on connaît. Parce que on présente nos icônes, c'est-à-dire que là on est en première mondiale sur Meganitech. Renault 4. Ah oui. Alors là on l'appelle Forever. On l'appelle pas la 4L. Non. On vous dites pas 4L en interne. Ouais, on dit ce qu'on veut. R4, 4L. Là en l'occurrence c'est un concept car, donc Forever Trophy. Pour le Trophy. Donc la voiture est 100% électrique, elle est en première mondiale ici. Donc elle fêtait ses 60 ans l'année dernière, comme quoi on a de la suite dans les idées. Plus grosse vente, hein. Plus grosse vente. 8 millions de véhicules à l'époque entre 60 et 90. C'est la voiture française la plus vendue dans le monde, contrairement à ce que je disais dans ma vie d'avant. Bon bref, en tout cas, elle est là. Ensuite, on a Renault 5 qui est présenté pour la première fois au grand public parce que Renault on l'avait présenté un petit peu à Rétromobile, mais Rétromobile c'est pas le grand public. Non mais ça arrive quand ça? Alors Renault 5 elle arrive avant, on est d'accord. 2024 Renault 5. Renault 4 un peu plus tard. 7 mois plus tard. Alors ce qu'il faut dire c'est que ces deux véhicules sont électriques, qui sont fabriqués en France, nord de la France, à Douai et Maubeuge. Pôle Electricity à Douai et à Maubeuge, comme l'est actuellement la Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Renault est redevenu première marque en vente pour les véhicules électriques, il faut le dire, on le dit d'ailleurs dans les pubs. Et c'est une, au global, c'est une très bonne chose. Il me semblait que c'était la I208 qui était. Oui, alors chacun revendique des trucs. D'accord. Chacun gagne dans sa catégorie. Ouais, plus 3 points et demi. En l'occurrence, là, le match est plié. C'est Tucano, VP, VU, parce qu'on a les VU aussi. Véhicules utilitaires. Pour nos amis qui nous écoutent et qui n'ont pas sur Sud Radio les codes. En électrique, mais là, la Mégane, elle a pris un tel départ que c'est bien. Alors on parle de la Mégane E-Tech 100% électrique, que j'ai eu l'occasion de tester, que toi tu as adoré aussi. Ah, moi j'ai adoré, vraiment. Elle fait deuxième de la voiture européenne de l'année, honnêtement.
Oui, derrière. Il y a Austral aussi, il y a Renault Austral E-Tech Full Hybrid qui arrive bientôt là. Bah oui. C'est en lancement, on a déjà les 4x3. C'est le premier SUV un peu familial en full hybride. C'est un SUV full hybride. Ce qui est génial, Lucas en a un peu parlé, une émission populaire là, sur TMC. Il a dit quelque chose de très juste. C'est 200 chevaux, quelque chose comme 104 grammes de CO2. Et 4,7 litres de conso. C'est-à-dire, c'est une conso de Twingo en réalité. Donc c'est assez exceptionnel. Ce véhicule vous permet vraiment de rouler en électrique, 80% de votre trajet quasiment en électrique en ville. Et puis vous pouvez rouler jusqu'à 130 km/h en électrique. Et puis elle se recharge toute seule en fait. Oui. Alors, on n'a pas besoin de. C'est un véhicule qui, je pense, est le parfait compromis pour les gens qui sont un petit peu flippés encore par le full électrique. Voilà. Alors vous allez à Tech & Front, leader du segment, hein, c'est le Peugeot 3008. L'ambition c'est quoi? C'est de le dépasser? On va revenir. Et puis on revient juste après. Juste après, parce qu'on continue le sujet. De réclame. À l'ancienne, avec notre invité, entre autres Arnaud Belloni, directeur global marketing de la marque Renault, qui est avec nous et qui, on va vraiment, c'est sans faire de flagornerie, a le plus beau stand moi je trouve, du mondial de l'auto. C'est Hall 6 pour ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui à la porte de Versailles, du côté de Paris. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. En direct du mondial de l'auto. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. On est sur le stand de Mobiliance qui nous accueille pour cette émission spéciale en direct du mondial de l'auto qui est un véritable succès, n'en déplaise aux détracteurs. Et oui, les constructeurs français sont aussi au rendez-vous. On a une réaction sur la page Facebook de Sud Radio. Merci d'ailleurs d'être nombreux aussi à faire vivre cette émission avec vos réactions, où on nous dit est-ce que les constructeurs sont à la ramasse sur l'électrique? A priori non, et la preuve avec Arnaud Belloni. Avec Renault. On a Arnaud Belloni, donc directeur global marketing de la marque Renault. Arnaud, avant la coupure publicité, on parlait, parce que les gens viennent, il y a du monde, mais ils viennent voir des voitures avant tout. Ouais. Donc vous présentez l'Austral qui va être commercialisé là en ce moment. Je peux aller chez mon concessionnaire. L'Austral est en première mondiale, parce qu'il y en a plus sur le stand que chez les concessionnaires. Ils sont en train d'arriver. En fait, le lancement publicitaire, c'est en général ce qui décide. Ce qui démarre c'est fin novembre. D'accord. Donc on est un peu en avance. On a mis des beaux panneaux d'affichage dans la ville pour demander aux gens de venir ici. Ouais. C'est pour ça qu'il y a marqué aussi sur les panneaux. Et l'esprit Alpine, Austral Esprit Alpine, elle est très mimi. Alors Esprit Alpine, c'est la version haut de gamme qui en fait remplace. C'est pas un peu incongru de mettre Alpine sur un SUV? Oui, j'ai vu les débats là chez les super spécialistes, mais en fait. Non, c'est assez logique. Si tu Parlons vrai. Je pense qu'il y a toujours eu une très forte relation dans l'histoire de Renault entre Renault et Alpine. Quand j'étais gamin, il y avait des Renault 5 Alpine. Et on ne se posait pas la question. Alors, elles étaient survitaminées. On en voulait tous une. On se posait d'autant moins la question qu'on en voulait tous une. De toute façon, j'étais trop jeune, je ne pouvais pas m'en acheter, mais j'aurais sans doute pas eu les moyens de m'en acheter une à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'on est très proche. Donc, il y a deux manières de le faire. Il y a soit en survitaminant le moteur, soit en faisant de l'esthétique. De l'esprit. Alors voilà, donc Esprit Alpine, c'est un pack esthétique. Donc avant, il y avait Initial, mais ça disait rien Initial. On se souvient davantage de Baccarat. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Tu te rappelles. Ouais. Mais et Initial n'a jamais fait le job. En fait, faut l'avouer. Ça marchait un peu en France, nulle part ailleurs. Alpine, je peux te dire. Partout. Ça marche partout. Donc Esprit Alpine, c'est du look. Un jour peut-être, qui sait, on aura un peu de survitamination. Ouais. Bon, on va l'inventer. On peut l'inventer, on a le droit d'inventer les mots. Et puis bien sûr, Alpine fait sa vie magnifiquement. Ouais. L'ambition, c'est d'aller chercher le Peugeot 3008, qui règne sans passage sur la catégorie. Alors ça, c'est parce que t'es français. Oui. Si t'es coréen, c'est d'aller chercher le Santa Fe. Si t'es allemand, c'est d'aller chercher. Mais enfin, vous vous êtes donné les moyens déjà en débauchant le type qui avait dessiné le 3008, vous avez débauché toute son équipe avec. Gilles Vidal est arrivé chez vous, et patron du style maintenant. Gilles, c'est pas la voiture sur laquelle il est intervenu. Non, mais là je voulais venir au Scénic Vision. Oui, ça c'est la voiture qui préfigure le futur du style Renault. C'est génial. Et là, c'est une révolution aussi. Il est sublimissime. Alors j'aimerais qu'on explique à tous ceux qui écoutent Sud Radio peut-être pour la première fois. C'est le premier Scénic de ma vie. S'il vous plaît, messieurs, ce sont les vacances. Il y a peut-être des gens qui arrivent à l'écoute de Sud Radio sur les routes de France. Soyez d'ailleurs prudents.
Rappelons ce qu'est le magnifique Scenic Vision, parce que si elle ne voit pas ce que c'est... C'est un concept car. Voilà. On appelle ça un manifeste, c'est un peu prétentieux. Oui, ouais. C'est un manifeste, c'est notre vision de l'avenir du monospace. En fait, les monospaces ont été très puissants dans les années 90. Oui, on a eu une vingtaine d'années. Ont été remplacés par les SUV, et puis aujourd'hui, on a une génération un peu plus hybride. Et donc, c'est le Scenic. Donc, le Scenic, c'est un véhicule familial. On l'a présenté là sous sa forme de concept car en H2Tech, c'est-à-dire hydrogène et électrique. Mais en réalité, ce véhicule sera en 100% électrique, avec une grande autonomie. On ne peut pas en parler là, c'est encore un peu confidentiel. Il sera fabriqué dans le nord de la France, encore une fois. Est-ce qu'il sera avec la techno 800 volts Valeo? C'est trop tôt. Par contre, il sera fait en France, fabriqué en France. Il sera fait en France, c'est une super bonne nouvelle. Et il reprendra énormément de la techno de Mégane E-Tech. Ah, très bien. 100% électrique, donc on verra bien cette intelligence de tableau. Oui, donc moteur synchrone bobiné, ce qui permettra, en plus avec les évolutions, vient plus tard, bénéficiera des évolutions. Et puis un rapport homme-machine à l'intérieur qui est absolument extraordinaire. Enfin, quand là, on parle poussé à l'extrême. Ah ouais, il est beau. C'est génial. Ouais, avec beaucoup de matériel recyclé. On peut le voir sur internet pour ceux qui ne peuvent pas venir au parc des expositions Port de Versailles. Oui, sur le site de Renault. Voilà, sur le site de Renault, c'est le Scenic Vision. Exactement, on peut le voir sur Pinterest aussi. Sur plein de choses. All 6 Port de Versailles. All 6 Port de Versailles. Alors, ce qui est étonnant, et il est à droite du stand. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que vos ingénieurs ont aussi le temps de se faire plaisir, parce qu'il y a la Renault. Alors on en a tous rêvé aussi quand on était plus jeune. La R5 Turbo, c'est vrai que moi, si j'avais eu les moyens, j'aurais acheté ça. R5 Turbo 3i. C'est pas nos ingénieurs. C'est pas vos ingénieurs. Ils ont fait ça en cachette. R5 Turbo 3e. On dit 3e. C'est un coup monté. On a fait ça à 3. Ah je me souviens bien de la réunion, c'était il y a moins d'un an. À 3, dans la ville de 3 dans le bureau de Luca, à Boulogne. Il y avait Gilles, il y avait, je crois qu'il y avait Christian, devait être 4. Il y avait Christian Stein, le patron de la com, il y avait Luca et il y avait moi. Et on parlait des resto-modes. De chez Renault. Des resto-modes. Vous savez, le fait de restaurer les voitures en les modernisant. Et on s'est dit, on va en faire un. On va le faire radical, extrême. On va le faire en électrique, bien sûr, parce que hors de question de le faire en thermique. Il va faire 400 chevaux, 380 chevaux, enfin, un truc puissant, 2 moteurs à l'arrière. Et on a pris la décision, on l'a tapé dans la main et on l'a fait. Je me rappelle, c'est moi qui l'ai payé. Mais ça sortira jamais, ça. Pas sûr. Pas sûr. Faut qu'on travaille bien à l'école. Alors là, attention, scoop. Faut qu'on travaille bien à l'école. Lucas l'a dit dans sa conférence de presse. Il a dit qu'il fallait qu'on continue à avoir des bons résultats, qu'on travaille bien à l'école. Et qu'on soit sérieux et qu'on trouve le business model pour le faire. Et le fait de... Ça peut très bien ne jamais sortir, mais rien n'est impossible dans nos métiers. Voilà. Et tant mieux, et dans la vie en général d'ailleurs, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Juste par rapport au fait que vous avez parlé de remettre des voitures au goût du jour, on va revenir avec notre ami Alexandre de Saint-Léon, vite fait, avant la pause, qui a fait une étude sur la façon dont les Français reçoivent le rétrofit. Oui, parce que c'est une façon de rétrofiter, par exemple, une vieille R5. C'est une étude qu'on a faite avec Équipe Auto pour analyser les alternatives à l'achat de véhicules neufs électriques. Et effectivement, le rétrofit, qui est très peu connu par les Français aujourd'hui, quand on leur explique de quoi il s'agit, ils sont 50% à estimer que c'est une bonne idée et à être intéressés à cette alternative. Et le rétrofit qui est poussé, il va y avoir 20 millions d'euros. Rétrofit est la dernière branche créée au sein de Mobiliance. Tous les acteurs du rétrofit se retrouvent aujourd'hui dans notre communauté d'entrepreneurs. Cette semaine, on a annoncé un grand plan de décarbonation de l'ensemble de la filière de la distribution et des services de l'automobile et l'intégration du rétrofit. Et j'espère qu'on aura, et je suis persuadé que nous avons des choses à faire ensemble avec Renault. C'est-à-dire que c'est déjà fait pour nous, puisque Renault 4, Renault 5 et Twingo vont être rétrofitables, et il y a même Renault 4 en cours de homologation. Voilà. Et surtout pour conclure, le président de la République a annoncé aussi une aide extrêmement conséquente pour la filière rétrofit. 20 millions d'euros qui ont été annoncés cette semaine. Exactement. Et donc on boostera les choses nous au niveau de Station F et on avec continuera l'ensemble de nos startups. D'en parler juste après. L'émission continue après-midi. Merci d'écouter Sud Radio. On parle auto en direct du Mondial de l'Auto. Il est midi. Parlons vrai. L'information avec vous, Léa Guichou, bonjour.
Bonjour à tous. Si vous êtes sur la route des vacances, vous devriez trouver du carburant sans trop de difficultés. C'est en tout cas la promesse faite hier par Elisabeth Borne. Les stations d'autoroute les plus fréquentées seront réapprovisionnées en priorité. La Première ministre assure également que le retour à la normale est prévu pour les jours à venir. 13% des stations étaient en rupture d'au moins un carburant hier. 4000 soignants en pédiatrie dénoncent une dégradation des soins apportés aux enfants dans les hôpitaux. Ils signent une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et publiée dans le journal Le Parisien. Les soignants alertent sur la saturation des services suite à l'épidémie de bronchiolite. Ils réclament plus d'effectifs et une hausse des salaires. Hassani Hussein attaque le ministre de l'Intérieur pour diffamation. Les avocats de l'imam marocain contestent les déclarations de Gérald Darmanin sur BFM TV. Il présentait l'imam comme un délinquant, un fuyard et un séparatiste, je cite, visé par une procédure d'expulsion du territoire français. Hassani Hussein s'est réfugié en Belgique. Malgré un mandat d'arrêt européen, la justice belge a décidé pour le moment de ne pas l'extrader vers la France, mais le parquet a fait appel. Il est reproché à l'imam d'avoir tenu des propos haineux. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne demandent l'ouverture d'une enquête sur des drones utilisés par la Russie. Les 3 pays européens souhaitent que l'ONU lance des investigations sur des équipements qui auraient été fournis à Moscou par l'Iran. Des drones utilisés par la Russie pour effectuer des frappes en Ukraine. Accusation démentie par Moscou et Téhéran. Au lendemain de sa nomination officielle, Giorgia Meloni, la nouvelle présidente du Conseil italien, a prêté serment devant le président Sergio Mattarella. À ses côtés, ses 2 vice-premiers ministres, Matteo Salvini, le chef de la Ligue, et Antonio Tajani, un haut responsable du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi. C'est l'exécutif le plus à droite et le plus eurosceptique d'Italie depuis 1946. Enfin, le rugby, les Françaises se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine grâce à leur victoire contre les Fidji 44-0. Le 15 de France prend provisoirement la tête du groupe C. Les Bleus devront patienter jusqu'à demain pour connaître leur adversaire du week-end prochain. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et quant à nous, eh bien, on continue et on parle auto avec vous en direct du Mondial de l'Auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. En direct du Mondial de l'Auto. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes évidemment avec vous, toujours sur le stand de Mobiliance qui nous accueille avec l'ami Jean-Luc. Vous êtes très très nombreux et on vous en remercie à réagir sur la page Facebook de Sud Radio où vous pouvez suivre l'émission en direct. C'est vrai que le monde de l'auto est en train de passer un sacré virage, que c'est passionnant et que ça peut faire peur des fois. Mais en tout cas, on en parle et on parle vrai sur Sud Radio. Attention et soyez prudents si vous êtes sur la route pour les vacances de la Toussaint. J'espère que vous avez pu trouver de l'essence ou du gasoil ou faire le plein d'électricité. Et surtout, pour bien rouler, pour la route des vacances, on faut avoir des bons pneus. Oui, exactement. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous le retrouvons venu tout droit de son joli Vaucluse, Dominique Stemfel. Non, bonjour. venu tout droit de Equipoto, de l'autre côté du parc des expositions. Oui, mais c'est parce qu'il habite dans le Vaucluse, Dominique, président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Dominique. Bon, on a parlé beaucoup d'innovation depuis le début de cette émission. Est-ce qu'en matière de pneumatique, c'est la même chose? Parce que c'est vrai qu'un pneu, on se dit finalement, depuis le début du XXe siècle, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est toujours noir. Il y a toujours des dessins bizarres dessus. Bon. Alors c'est vrai que le pneu ne semble pas avoir beaucoup évolué. Le produit est toujours rond et noir et toujours fabriqué à base de caoutchouc. Il y a des évolutions techniques permanentes, mais elles se font à la marge, elles sont vraiment très très subtiles. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que le pneumatique évolue à l'intérieur et il y a effectivement une vraie révolution qui est en train de se préparer. C'est quoi comme évolution? Aujourd'hui, on essaye de vendre les choses de plus en plus vertes. C'est la même chose pour les pneus. C'est pas la couleur qui va changer. Hein. C'est pas la façon de les fabriquer. C'est pas la couleur qui va changer. C'est une vraie prise de conscience des manufacturiers qui veulent faire du pneumatique un produit vertueux. On parle d'évolution ou d'innovation pour le coup? C'est une évolution profonde. Innovante. Oui, tout à fait. Et c'est quoi alors cette évolution? En fait, aujourd'hui, un pneumatique est fabriqué en quasi-totalité avec des produits d'origine pétrolière, donc des énergies des produits fossiles. Le noir de carbone qui lui donne sa couleur d'ailleurs. Le caoutchouc qui est d'origine pétrolière. Et donc aujourd'hui, les manufacturiers en pneumatique ont caoutchouc de synthèse. Caoutchouc de synthèse, oui, parce que historiquement, avant, le caoutchouc était issu de plantations d'EVA, c'est ça, et c'est les Américains qui ont inventé le caoutchouc de synthèse.
synthèse. Alors aujourd'hui, effectivement, on fait un retour aux sources puisque on cherche à remplacer tous les produits d'origine pétrolière par des produits éco-sourcés ou biosourcés. Alors pour le caoutchouc, effectivement, ce sont des produits biosourcés, c'est-à-dire qui sont d'origine végétale. On avait déjà parlé du pissenlit ensemble, des pissenlits géants qui servent à faire des pneumatiques. C'est ça. Moi j'en ai dans mon jardin, si ça vous intéresse. Des géants ? Je les vends, non pas des géants. Pas des géants. On peut effectivement extraire du latex de l'EVA, ce qu'on fait aujourd'hui assez couramment. On peut l'extraire également du goyeux, qui est une plante tropicale. Et puis on peut également l'extraire du pissenlit russe, autrement dit Taraxacum. En ce moment, c'est pas facile d'aller le ramasser. Mais on peut le planter ailleurs. Alors les matériaux biosourcés, c'est quoi ça? Alors, matériaux biosourcés, c'est effectivement le caoutchouc qui peut être d'origine végétale. Et puis également, c'est d'autres produits. Alors Laurence va aimer ça. Le pneumatique, c'est un genre de cuisine. Pour effectuer des mélanges homogènes, on y intègre des huiles. Jusqu'à maintenant, c'était des hydrocarbures qui avaient le risque d'être cancérigènes. Et bien ces hydrocarbures aujourd'hui sont remplacés par exemple par des huiles végétales, du colza, du soja, du tournesol. D'accord. Le tournesol, c'est pareil, hein, ça pose un petit problème en ce moment. Oui. Et les pneus sont aussi performants en adoptant ces matériaux biosourcés. Alors ça peut être le risque. Ça, c'est très très important. Et effectivement, les grands manufacturiers qui travaillent sur ces sujets ne transigent pas avec la sécurité. Donc il faut que les pneumatiques soient toujours aussi performants en termes de sécurité, en particulier sur chaussées mouillées. Mais également, ça ne doit pas avoir de contraintes sur la longévité, parce que ça aussi, c'est un autre sujet, c'est un sujet hautement écologique. Plus les pneus s'usent, plus il faut de matière pour refabriquer des pneus neufs, et plus les pneus s'usent, plus on répand en fait dans la nature des micro-particules. Oui, c'est la deuxième source de particules aujourd'hui émises par les voitures, ce sont les pneumatiques, après les freins. C'est ça, un pneumatique au cours de sa vie, en moyenne, perd 3 kilos. Et donc, il a de la chance, lui, sans le mettre au régime. Et ce sont 3 kilos, effectivement, qui sont répandus dans la nature sous forme de particules. Donc ça, c'est une forme de pollution aussi qu'on essaye de contrarier en fabriquant des pneumatiques dont la longévité est plus importante. Alors ces pneus verts, entre guillemets, ils arrivent quand? C'est de la science-fiction ou c'est déjà présent? C'est à moitié de la science-fiction. Tous les manufacturiers majeurs travaillent dessus. Moi, j'ai vu des prototypes complètement biosourcés. Parce que Michelin a annoncé, je crois que c'est récemment, il y a 2 semaines, commercialiser un pneu qui était, je crois que c'est 40%, c'est ça? Oui, enfin 2 pneus qui sont biosourcés aux alentours de 50%. D'autres manufacturiers en sont aussi à ce niveau. Donc on avance bien. On sait faire des pneumatiques éco-sourcés ou biosourcés à 100%, sauf que sur le plan industriel c'est complexe et donc il faut du temps pour le mettre en œuvre. Tous les grands manufacturiers s'accordent pour se fixer une date à 2050. Alors, mais on peut pas retransformer les vieux pneus en pneus neufs? Si, ça c'est effectivement intégré. Alors quand je parle d'éco-sourcé, c'est-à-dire que, voilà, c'est de récupérer le caoutchouc des pneumatiques usés pour les réintégrer dans des pneumatiques neufs. Et est-ce qu'un jour, Dominique Sempfeld, vous qui êtes président du syndicat des professionnels du pneu, on pourrait même imaginer des pneus qui ne s'usent plus ou qui s'usent tellement lentement qu'on aurait aussi moins de problématiques? Alors des pneus qui ne s'usent plus, c'est pas possible parce qu'en fait l'usure du pneu conditionne l'adhérence et ça on en a besoin. Par contre des pneumatiques qui s'usent moins, oui c'est un souci effectivement, tout simplement pour ces deux raisons. Pour les raisons de matières premières, plus il faut remplacer des pneus, plus il faut des matières premières, et puis également pour ces raisons de pollution. Mais on peut pas remplacer juste la bande de roulement parce que ça se fait sur les camions, non? Alors on peut remplacer la bande de roulement. Goodyear sur la Holly de Citroën a présenté un pneumatique qui est rechappable ou dont la bande de roulement est remplaçable 2 fois. Et ça effectivement c'est des choses qui se font. Alors ça se fait de manière très très courante aujourd'hui sur les poids lourds. Les pneumatiques sont rechappés au moins une fois. Sur les avions ça c'est moins, mais sur les avions gros porteurs on rechappe les pneumatiques environ 7 fois. On a une question de Stéphane, le co-animateur sur Facebook de l'émission Parle Auto. Bonjour à tous ceux qui arrivent, il y a Cédric par exemple. Stéphane qui dit: que font-ils des pneus dessinés pour les concept cars? Quelle est la part qui est conservée pour le grand public? Alors c'est plutôt des fantasmes d'ingénieurs parce que la partie design intervient pour beaucoup, elle doit être en phase avec le concept car, mais effectivement les premiers pneumatiques à profil directionnel sont apparus sur des concept cars et ont été conservés pendant très très longtemps. Bon.
Avant de parler de 2050, on peut d'ores et déjà faire des économies et faire durer ses pneus plus longtemps. Un petit conseil pour terminer? Alors effectivement, ça c'est quand même très très important. C'est les pressions de gonflage, on en parle régulièrement. Et à cette période de départ en vacances, il faut le rappeler, une bonne pression de gonflage, ça permet d'économiser environ 5% de carburant. Bien sûr, sur une année, c'est environ 100 € du portefeuille des consommateurs qui peut être sauvegardé. Merci Dominique. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Dominique Stemfel, je vous le rappelle, et qui est avec nous également sur Équipe Auto jusqu'à demain. Juste sur Équipe Auto, se termine ce soir. Ah oui. Nous on est là jusqu'à demain. Enfin, je veux dire nous, le mondial. Merci d'avoir été avec nous, président du syndicat des professionnels du pneu. Nous continuons notre rendez-vous, évidemment, sur le stand Mobiliance qui accueille Sud Radio et On Parle Auto pour cette émission spéciale. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Vous savez que vous pouvez bien sûr nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser, pourquoi pas directement à nos invités ou même à l'ami Jean-Luc. Et puis vous pouvez nous écrire pour participer prochainement. Je participe @sudradio.fr. N'hésitez pas à faire un tour également sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes en vacances, peut-être c'est votre cas, vous aurez un peu plus le temps. Vous êtes presque 700 000 à nous suivre. Merci à tous. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et en direct également du stand de Mobiliance qui a la gentillesse de nous accueillir. Mobiliance, c'est l'organisation de tous les métiers des services de l'automobile et de la mobilité et surtout de ses acteurs. Alors nous sommes jusqu'à 13h avec vous. Vous êtes nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. On vous en remercie pour nous retrouver en direct sur l'émission. Et on en profite pendant ce mondial, l'ami Jean-Luc, pour accueillir les constructeurs. On avait eu la précédente Renault tout à l'heure. Bon, il est logique d'accueillir Peugeot. On a avec nous Patrick Rivet qui est responsable des actions commerciales Peugeot. Et puis après, on aura aussi MG. Mais pour l'instant, on va rester chez Patrick. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé d'être présent sur ce mondial de l'auto? Parce que dans le groupe, Citroën, par exemple, a fait défection. Et pourquoi Peugeot a décidé de venir? Ah ben bon, on peut le voir lorsqu'on arrive sur le stand. Ce qui nous a décidé à venir, c'est la nouvelle 408. Oui. On ne pouvait pas se priver de présenter ce modèle dont l'ouverture des commandes vient de se faire. Pour vous, c'est le gros événement du salon? Complètement. On le voit, notre stand fait complètement la part belle à la nouvelle 408. Il est quasiment uniquement ce véhicule. La 408, c'est quoi? Parce que ceux qui nous écoutent n'ont pas le visuel. Oui, bon, c'est une voiture. Jusque-là, tout va bien. Mais elle se situe où dans la gamme? Alors justement, on est sur un nouveau segment. C'est un véhicule qui est inattendu. C'est un peu son claim, son message. C'est une nouvelle silhouette. Si on doit la situer, on la situerait entre une 308 SW et un 3008. Ils sont une silhouette un peu fastback. Quelque chose qu'on a. Une 308 qu'on aurait allongé avec un design un peu encore plus expressif. Voilà, c'est pas mal présenté, tout à fait. Quelque chose d'attractif, d'inattendu en tout cas. C'est ce qu'on voulait avec ce véhicule. Bon, elle partage sa plateforme avec la 308, ça veut dire qu'elle va recevoir les mêmes motorisations. On a entendu Carlos Tavares lundi qui disait ça y est, le virage de l'électrification va être total. Il est engagé pour le groupe et donc pour la marque Peugeot. Ça se traduit comment sur cette 408 d'ailleurs? Ça se traduit, on le constate parce que la plupart des clients qui sont intéressés par ce véhicule, pour les plus des 2 tiers, nous posent des questions sur la version électrique, pas uniquement sur la version thermique. Il existe qui n'a pas été présentée encore, qui va arriver un petit peu plus tard. La version PHEV, donc alors hybride rechargeable pour le moment. Voilà. Là pour l'instant c'est de l'hybride rechargeable qui intéresse les 2 tiers des gens. Donc, vous savez pourquoi? On sait pourquoi les gens réagissent comme ça? Il y a beaucoup de choses. Il y a encore le frein électrique Alors le frein électrique, il se lève de plus en plus. Il y a quand même de moins en moins de freins à l'électrique. Il y a un environnement global qui est lié à l'écologie, à tout ce qui peut se faire. Bon, la hausse du prix du carburant et la difficulté à recharger ces derniers temps. Bon, va peut-être un petit peu nous aider aussi, mais bon, c'est une tendance de fond qu'on voit sur ces derniers mois, ces dernières années et qui s'accélère clairement sur ces derniers mois. Mais il y aura une version 100% électrique de cette 408 qui arrivera en même temps que la 308. Voilà, sur le timing, on est à peu près comme ça exactement. Qui sera fabriquée également en France, il faut le préciser. Comme l'a annoncé Carlos Tavares avec Emmanuel Macron sur le salon. Tout à fait. On est sur quel segment là? On est sur une grosse 308. Donc un B, D. Non, c'est un C, pardon. C'est parce que c'est. C'est-à-dire qu'on commence à attaquer la familiale, quoi.
Voilà, tout à fait. Avec des tarifs qui démarrent aux alentours de 35 000 €, c'est ça? Exactement, on a 37 000 € en entrée de gamme, sur ce véhicule. Avec le moteur PureTech essence 130 chevaux, EAT en boîte automatique. Et sur les hybrides rechargeables, donc il y a deux versions différentes qui sont proposées. On a une PHEV en 180 chevaux et une 225 chevaux. D'accord. Qui démarre à quel prix? On est de mémoire, on est un petit peu moins, on est dans ce dollar, tout à fait, on est dans ce dollar. Je voudrais poser une question moi, à nos constructeurs qui vont être présents sur l'émission spéciale On parle auto en direct du Mondial de l'Auto. Comment vous travaillez vos voitures, parce qu'il y a les ZFE qui arrivent, donc on sera plus qu'en 0 et en 1 maintenant chez Peugeot et en termes de calendrier? De toute façon, oui, on est en ligne. Il n'y a pas de diesel proposé sur la 408. Non, il n'y a aucun diesel proposé. Non, c'est une volonté forte du groupe d'être complètement en ligne avec justement toutes les contraintes législatives qui vont arriver et environnementales. Non, l'ensemble de notre gamme va être proposé sur une gamme zéro émission, en tout cas pour accéder à toutes les zones de France, oui, bien sûr, sans problème. Historiquement, les salons de l'auto, c'était un endroit commercial au départ. Donc ça l'est toujours aujourd'hui. Les gens qui viennent voir les voitures peuvent en acheter également? Ils peuvent également. Ouais, on fait toujours un petit peu de commerce. On profite. Non, mais sur le salon, parce que sur le salon, on entend partout sur les radios. Il y a effectivement une grande vague de communication, disons à l'occasion du Mondial de l'Auto. Si vous allez chez votre concessionnaire, il y a des offres spéciales. Mais les gens viennent encore sur le salon pour acheter. Également, il y a encore des gens qui ont cet attrait et puis on en profite. Donc on a mis une équipe commerciale en place pour acheter directement sur le salon. On accompagne les clients. On peut soit apporter des contacts auprès du réseau qu'ils vont recontacter dès le jour même ou dès le lendemain pour les clients qui sont intéressés. Mais grâce à notre plateforme Peugeot Store en ligne, ils peuvent également commander directement sur le salon avec nous. Nous sommes avec Patrick Rivet qui est responsable action commerciale Peugeot. On peut parler de l'avenir de Peugeot, c'est-à-dire évidemment aujourd'hui, mais demain, comment vous vous positionnez vis-à-vis de la concurrence électrique qui arrive des voitures d'Asie là sur le mondial et à vous êtes pas mal parce que la i208 est le véhicule électrique, on est d'accord, le plus vendu en France. Exactement. Et d'ailleurs, tiens, ça nous permet de parler de la 208. Historiquement, vous avez toujours eu une bataille avec la Clio et c'est toujours la Clio qui était plus ou moins devant. Oui. Et ça s'est inversé, mais ça s'est inversé avec un gros delta. Même si on rajoute, parce que ceux qui nous écoutent vont dire ouais, mais il n'y a pas de Clio électrique, c'est la Zoé, il faudrait donc ajouter la Zoé et la Clio. Avec le cumul sur le marché électrifié, de toute façon nous sommes devant même si on rajoute la Zoé, nous sommes effectivement devant Renault. Donc on est très fiers de ce leadership et on va tout faire pour le leadership sur le 3008 dans sa catégorie, sur la 208, on parle de la France là. Nous sommes leaders sur 4 segments. Nous avons 208, le 2008 a repris le leadership, la 308 a repris le leadership, 3008 également et sur le 5008 également. Alors comment vous expliquez ce succès? C'est quoi le secret pour les autres constructeurs qui nous écoutent, qui auront envie de faire comme vous? Si je vous fais une réponse un peu facile, j'ai dit qu'il y a juste à regarder les voitures pour comprendre. C'est le design. C'est le Lion. C'est en partie le lion et puis c'est tous les efforts, toute la montée en gamme qui a été voulue et qui a été initiée depuis ces dernières années et c'est vraiment les retours qu'on a des clients. On sent qu'on a passé un cap avec la montée en gamme d'un point de vue qualité et toujours en conservant ce plaisir de conduite et qui faisait la tenue de route et des choses comme ça qui faisaient la marque l'image qui change aussi, ne serait-ce que le logo qui a quand même changé. Enfin, il y a une innovation aussi. Enfin, c'est pas qu'on rajeunit, mais c'est qu'on suit le mouvement de toujours et essayer de rester en phase avec l'actualité et puis l'évolution de la société. On essaie de coller un petit peu à toutes ces tendances. Tout à fait. On a vu que Renault se servait de son passé pour redessiner les modèles du futur. C'est pas le cas de Peugeot, c'est une volonté, c'est quoi? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Je suis d'un point de vue de commerce sur l'esprit design d'où il s'inspire. Alors notre lion fait un petit peu oui, c'est vrai que c'est un retour. C'est un petit clin d'œil. Donc on n'oublie pas le passé. On a une marque qui a plus de 200 ans d'histoire, donc on l'oubliera jamais. Donc je pense que toutes les lignes à un moment s'inspirent ou un autre où il y a toujours des petits détails qui rappellent un véhicule de la série précédente 2, 3 ou 4 ou des choses comme ça. Pour revenir au commerce purement, on disait la 408 vedette du salon, vedette du stand. On parlait des différentes motorisations proposées, le mix. Sans vous demander des chiffres, mais le mix aujourd'hui c'est quoi? Est-ce que les gens vraiment adhèrent à la proposition d'électrification?
Comme je vous disais, on est à plus de 2/3 de clients qui sont intéressés par la version électrifiée. Intéressés, mais ils n'ont pas passé commande. Non, pas encore. Mais sur les commandes, on est quasiment la même chose aussi. Non, c'est vraiment. Et on est plus sur une population urbaine ou vraiment partout en France? Alors, sincèrement, là pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Effectivement, sur le salon, on a quand même beaucoup de clients, principalement parisiens, surtout en début de semaine. Là, peut-être que ce week-end, on va avoir un peu plus de provinciaux qui vont arriver et qui viendront. Vous avez eu donc du on monde, fera une analyse. Écoutez, alors moi, j'ai fait le salon il y a 4 ans et on était un peu dans l'inconnu quand même là en arrivant sur ce salon qui était proposé différemment. On en parlait tout à l'heure du contexte général. On est obligé de le dire, avec un stand beaucoup plus petit parce qu'on ne voulait présenter que la nouvelle 408. On venait pour ça aussi. Et puis un contexte général qui n'est pas très fun d'un point de vue global. Donc on se posait des questions, on voulait y aller et on est quand même plutôt content du trafic qui se fait sur le salon et sur notre stand aussi. Patrick Rivet, vous êtes responsable action commerciale Peugeot. Les gens qui viennent acheter une voiture chez vous vont plutôt maintenant quoi? LOA, LLD. Est-ce qu'il y a aussi une tendance qui a énormément changé sur la façon de financer son véhicule? Oui, complètement. On achète de moins en moins comptant ou on achète de moins en moins avec un prêt auto ou à la consommation? Vous avez tout dit, la formule de location et la formule qui est la plus pertinente maintenant pour acheter un véhicule. On a un coût maîtrisé, on a l'entretien qui est compris dedans, on est rassuré, on a la possibilité de renouveler son véhicule plus facilement, plus aisément. Voilà, c'est un financement sans contrainte. Ça laisse une liberté de choix aussi en fait, cette façon de faire. Et puis sur le véhicule électrique principalement, on se pose encore plein de questions. C'est une façon d'être rassuré sur à la fois la revente, l'entretien. Donc on se dit si je change de voiture dans 3 ans, j'ai pas à me soucier de la revente puisque mon contrat s'arrêtera. On a totalement confiance en la qualité de nos véhicules sur la durée, mais en tout cas c'est effectivement un message qu'on peut adresser à nos clients. Voilà. On vous a engagé sur 2 ans, sur la 408 on est pareil, on a plus de 50% de LOA. Mais d'un point de vue global sur la gamme, on est à peu près sur ces pourcentages-là. D'accord. Ça démarre la 408 à quel tarif en location? On a notre offre qui commence à 390 € par mois sur la version thermique et 410 € sur la version PHEV. Alors on a parlé de la 408. Il n'est pas question d'éthanol chez Peugeot? Non, c'est pas des choses qui sont prévues. Ce ne sera pas des choses qui vont être développées. Non, on a d'ailleurs oublié de demander. J'ai d'ailleurs oublié tout à l'heure de dénoncer la Mégane RS qui n'est pas sortie, dont l'étude avait été faite pour le passage à l'éthanol, ce qui lui permettait d'échapper au malus. Et ça n'a pas été poursuivi parce qu'il faut faire des choix budgétaires et on ne peut pas tout développer en même temps. Il y a Didier sur la page Facebook de Sud Radio qui nous rappelle de poser les bonnes questions. Merci Didier de nous écouter. Donc il n'y aura pas d'éthanol chez Peugeot. Voilà. En tout cas, ça fait partie aussi des développements. Mais donc là, vous restez aussi beaucoup sur l'électrique et complètement l'hybridation. Et l'hybridation complètement. Bon. Merci beaucoup, Patrick Rivet. Avec plaisir. Et n'hésitez pas de venir découvrir la nouvelle 408. Vous allez voir, on peut même l'avoir d'en dessous. Oui. Ah oui, non, c'est plutôt bien foutu. Tous les angles. On est sur le hall 4 du mondial de l'automobile. Hall 4, exactement. Merci à vous. Dans quelques instants, juste après cette pause et après vous avoir tous on va parler voitures chinoises, parce que c'est là aussi un des gros morceaux du salon. Et on va parler de MG avec Clément Lefebvre. Vous avez des questions à poser, vous faites comme Didier, vous faites comme Stéphane. Je suis en direct avec vous sur la page Facebook de Sud Radio, je me ferai votre voix. Ou sinon, vous nous appelez directement au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio, c'est la radio qui aime l'auto. Et on en parle jusqu'à 13h. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. En direct du mondial de l'auto. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous n'hésitez pas, rejoignez-nous soit au 0826 300 300, c'est Aude qui vous accueille au standard de Sud Radio, soit directement sur la page Facebook de Sud Radio, puisqu'on a le bonheur de vous avoir en direct, et puis également sur mail jeparticipe@sudradio.fr. Un nouveau constructeur s'annonce et s'approche au micro de Sud Radio, l'ami Jean-Luc. Alors pas nouveau, au contraire. Non, mais nouveau dans l'émission. Ah oui. Après mais justement, celui-là, pas nouveau. Voilà. Parce que, en fait, on vous a dit en début d'émission qu'on allait se pencher sur le pourquoi du comment de la présence des constructeurs chinois au Salon de Paris. Parce que, alors, j'ai fait vite, il y a 3 nouveautés françaises d'importance, il y a 30 nouveautés chinoises. Waouh. Donc, on peut se demander pourquoi
est-ce que les Chinois sont venus sur le marché français? Tout d'abord, il faut savoir que le marché chinois, c'est le premier marché mondial. Que les Chinois ont déjà essayé d'investir l'Europe il y a une quinzaine d'années, c'était un échec retentissant parce que les voitures ne correspondaient pas aux standards de sécurité et de qualité qu'on attendait chez nous. Et puis entre-temps, il y a eu ce petit virage qui arrive chez nous maintenant, le virage de l'électrification. Et les Chinois sont leaders dans la fabrication des cellules de batterie. 75% des cellules de batterie sont fabriquées en Chine. Si vous achetez une Peugeot i208, vous avez des cellules de batterie chinoises. Et quand ce ne sont pas les Chinois qui les fabriquent, ce sont les Coréens ou les Japonais. Donc c'est le sud-est asiatique qui fabrique l'essentiel des cellules pour les véhicules électriques, mais aussi électrifiés, puisque dans un hybride rechargeable, il y a également des cellules de batterie qui proviennent d'Asie du Sud-Est. Donc les Chinois sont très forts avec cette technologie. Ils sont leaders du marché, puisque le marché chinois est le plus gros. Donc les plus grands fabricants de voitures électriques au monde, ce sont les Chinois. Comme l'Europe a décidé d'arrêter le thermique en 2035. Pour eux, c'est une fabuleuse opportunité, le marché européen. Avec deux marchés principaux, l'Allemagne et la France. Et comme au Salon de Paris, il y a eu défection de nombreux constructeurs, eh bien, les Chinois se sont engouffrés dans la brèche. Et pourquoi sont-ils venus massivement? C'est plus pour faire de la communication. Déjà pour changer l'image que peut avoir le public français sur les voitures chinoises. Je vous assure que si vous allez, par exemple, chez BYD, ce ne sont que des marques qu'on ne connaît pas chez nous. Vous avez Aura, vous avez Ceres, Great Wall Motors. On n'a jamais entendu ces noms-là. Et on reste sur des images de qualité chinoise médiocre. Or, si vous avez un smartphone avec une petite pomme dessus, il a toutes les chances d'être fabriqué en Chine. On sait très bien qu'aujourd'hui, les Chinois sont capables de faire de la qualité, même supérieure à ce qu'on peut trouver en Europe. Donc ils sont venus pour à la fois occuper le terrain, nous faire connaître leur marque et nous démontrer que, au final, ils savaient faire des voitures qui étaient pas plus mauvaises que celles qu'on fait chez nous. Il y a même des modèles de luxe, je vous assure, quand on monte dedans, on se dit waouh, si je vous bande les yeux, je vous fais monter dans la voiture et je vous demande dans une voiture de quelle marque vous êtes, vous allez me dire Mercedes, BMW, sans doute pas. D'abord, vous ne connaîtrez pas le nom de la marque chinoise en question, mais sans doute pas dans une voiture chinoise. Donc ils ont fait des progrès extrêmes. Eh ben, puisqu'on parle de ces marques chinoises, on a à nos côtés on parle Clément Lefebvre, directeur de la communication de MG France. Alors MG, c'est le cas particulier parmi ces constructeurs chinois, parce qu'ils ont une seule voiture. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, alors que tous les autres sont venus avec plein de véhicules, pourquoi est-ce que MG n'est pas venu en masse sur ce salon de Paris? Moi, je vais déjà vous donner un élément de réponse, et Clément vous donnera le deuxième. C'est que MG, c'est déjà une marque qu'on connaît. C'est une marque britannique à l'origine. On a fêté il n'y a pas longtemps les 60 ans de la MGB, qui était le petit roadster le plus vendu en France. MG, c'est un nom qui résonne à nos oreilles, un nom qu'on connaît, donc il n'y a déjà pas besoin de se faire connaître. Bonjour Clément. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors est-ce que j'ai bon déjà sur le début de mon analyse? Exactement, MG c'est un constructeur britannique à l'origine qui a été créé en 1924 par Cecil Kimber dans la banlieue de Londres, à Oxford, et qui pendant des années et des années effectivement était anglais, puis a été Maurice Garage, MG. Voilà, Maurice Garage. Alors MO2RIS, Maurice comme on le connaît chez nous. Chez Maurice, Mais oui, c'est un constructeur qui effectivement était anglais, qui faisait partie du groupe MG Rover, et puis quand ils ont fait faillite au début des années 2000, ont un peu disparu du marché européen et a été racheté par le groupe SAIC, qui est le premier groupe automobile chinois. Ah, alors oui. Alors SAIC. SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation. Voilà, un nom qu'on ne connaît encore pas mais qu'on va découvrir, puisque c'est un des leaders mondiaux en fait de l'automobile. Ouais, en fait, le groupe SAIC chinois, est le premier constructeur, le premier producteur d'automobiles en Chine, et aussi le deuxième producteur mondial de véhicules électriques. Donc ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur les batteries des véhicules. On a des partenariats en fait en Chine depuis le milieu des années 80 avec le groupe Volkswagen notamment, et avec General Motors pour la production des Volkswagen, des Audi, des Skoda. Parce que vous savez que pour les marques européennes, il faut être en joint venture pour pouvoir vendre des voitures en Chine. Ouais, ce qui a permis, alors on va le dire, ce qui a permis aux Chinois de s'approprier le savoir-faire des Occidentaux à bon compte. Et effectivement, ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant qu'on produit des voitures pour les constructeurs européens, et que les standards de qualité européens, on les a intégrés en fait dans nos véhicules. Et ça nous permet aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit, cette fin de la motorisation
motorisation thermique et le tournant qui se prend vers l'électrique, de venir avec nos produits qui ont aujourd'hui des technologies qui sont aussi bonnes, voire meilleures sur l'électrique que les constructeurs européens. Parce que vous fabriquez tout. Alors vous n'avez pas besoin d'être au mondial, parce que j'ai dit la marque, on la connaît, mais surtout parce que vous êtes implanté déjà depuis, ça fait quoi, 2 ans Alors effectivement, on a commencé à revenir en France en mars 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, et on a développé un vrai réseau de distribution. L'objectif, c'est que tous les Français puissent être à moins de 40 minutes d'un point de vente et d'entretien MG, et donc on a aujourd'hui 145 points de vente sur le territoire français et dans les départements et régions d'outre-mer. Et l'ambition, c'est quoi à terme? L'ambition, je vous ai dit 40 minutes de tous les Français, et ça fait un réseau qui serait entre 180 et 200 points de vente sur le territoire. Mais déjà aujourd'hui à 145, on est au même niveau que des constructeurs très connus, type Audi, Seat, sur le marché français. Avec une vraie gamme, parce que c'est ça aussi. Au départ, vous êtes arrivé avec un seul modèle, et puis ça s'est étoffé petit à petit, et là, c'est en train de s'accélérer. Alors effectivement, on connaît MG pour ses voitures de sport, ses roadsters dans les années 50, 60, et puis même il y a toujours un petit penchant un peu sportif et sympa à conduire sur ces voitures-là. Aujourd'hui, on est revenu d'abord avec les véhicules qui se vendent, des véhicules de type des SUV compacts, des SUV routiers. Et puis aujourd'hui, on commercialise une voiture qui va être très importante puisqu'elle vient sur le marché du segment C, des compacts 100% électriques, pour venir affronter directement une Volkswagen ID3 ou une Renault Mégane E-Tech. On commercialise la MG4. Qui vient juste d'arriver, il y a un mois qu'elle est arrivée en France. Alors, on a ouvert les commandes il y a à peine un mois. Voilà. D'accord, MG4, alors en quelques mots, comment vous la définiriez? Si vous vouliez m'en vendre une, tiens. Ouais, déjà... Alors je l'ai vue, elle est jolie. Déjà, je vous passe l'extérieur. Bon, vous me direz, c'est une affaire de goût, mais c'est vrai que le style des voitures chinoises aujourd'hui, en plus, il est totalement dans les standards européens. Ça veut dire qu'ils ont réussi à mondialiser le style, parce qu'en général, les goûts des Chinois ou des Asiatiques ne sont pas exactement les goûts des Européens ni les goûts des Américains. Vous faites bien de le préciser, parce qu'en fait, le style de la voiture, il est fait dans un travail avec notre bureau de style qui se trouve à Londres. On a un bureau de design avancé qui est dirigé par un Anglais, et puis notre centre de design qui est à Shanghai. Donc c'est un échange entre les deux, avec des appels à projets comme ça peut le faire chez tous les grands groupes automobiles mondiaux. Et cette MG4, en fait, c'est la première voiture de chez MG qui est spécifiquement dessinée et préparé pour le marché européen. Donc ça explique que j'ai été séduit alors. Exactement. Alors elle a un côté un peu sportif, hein, ça me fait penser à d'autres marques, mais moi j'ai quand même, je vais parler vrai sur Sud Radio, je vais pas changer mes habitudes, mais je trouve quand même qu'on est quand même trop dans la standardisation, quoi. Elles se ressemblent toutes maintenant. Moi j'ai un vrai problème avec ça. Même si la vôtre est un peu plus sportive, mais... Elle a un aspect effectivement assez dynamique, et c'est voulu parce que ça fait partie de l'ADN et de l'histoire de MG d'avoir des voitures plutôt sympas à conduire, et celle-là elle fait pas exception à la règle, puisqu'on a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, notamment des choses qu'on trouve habituellement sur des standards beaucoup plus élevés en termes de tarifs. Mais cette voiture-là, elle a une architecture de propulsion, donc plutôt garant d'un bon dynamisme, et puis elle fait plus de 200 chevaux. Donc on a, pour une compacte, une voiture qui est déjà très performante et très amusante à emmener. Mais pourquoi sur les lignes, ils sont standardisés comme ça de plus en plus quand même? Non mais ça c'est votre... non mais allez voir allez voir tous les constructeurs aujourd'hui qui sont... Non mais je suis pas d'accord, parce que si vous allez chez Aura par exemple, qui est un constructeur chinois aussi, qui est sur le salon, vous verrez l'Aura Funky 4. Alors il y a Funky dans le nom en plus. Et en fait c'est un véhicule qui... Alors oui, on peut trouver, on dit tiens, alors ouais, le museau, il y a des phares, ça ressemble à une New Beetle. Et puis de côté avec le toit bicolore, ça ressemble à une Mini. Alors on peut lui trouver plein d'influences, mais c'est vrai qu'elle a un design qui lui est propre quand même. Oui, mais en règle générale, et pas que sur l'électrique, en règle générale, les voitures se standardisent quand même. Il n'y a plus vraiment d'originalité de la forme, quoi. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que vous avez aujourd'hui une standardisation qui est nécessaire à cause de toutes les règles que doivent respecter les concepteurs des voitures. Sécurité, etc. Non, mais les phares doivent être à telle hauteur, vous devez avoir une zone déformable de temps à l'avant. Donc évidemment, ça amène vers la standardisation. Bon, c'est pas, moi je trouve qu'elle est pas dans la standardisation cette MG4, mais alors vous vouliez me la vendre. Bon, alors on a le style ok, 200 chevaux ok, batterie, autonomie, prix. Alors, on va parler chiffres alors, puisque c'est important. On a 450 km d'autonomie sur cette voiture-là, et on peut la trouver aujourd'hui bonus déduit à partir de 22 990 €. 22 990 €. Ah, c'est pas cher. Exactement. Mais en fait, c'est ça le vrai bonus intérêt. Déduit, nous, notre objectif, c'est de permettre aux Français de par venir rapport à une Zoé passer ou à la une Mégane, on est combien? On est 10 000 € moins cher. Alors, je ne vais pas vous donner les tarifs exacts, parce que je ne connais pas les tarifs de toutes les concurrentes, mais pour le coup, on est sensiblement moins cher que des citadines électriques aujourd'hui. Moi qui
avez posé la question sur les 100 € par mois, si vous allez construire une voiture chez MG pour la fameuse annonce de 100 € par mois en location. Alors cette voiture, elle 22 000, pourrait y rentrer. On est en train de discuter justement sur la possibilité de le faire. Mais aujourd'hui, on est sur des offres de location qui sont sensiblement plus courtes que ce qu'il va falloir faire pour arriver à une voiture à 100 € par mois. Wow. Ouais, vous avez vendu combien de voitures cette année et l'objectif pour l'année prochaine, c'est quoi? On sache un peu s'il faut avoir peur. L'année dernière, on était à 4 950 voitures. Je pense que cette année, on va terminer quelque part entre 10 et 12 000 voitures vendues sur le marché français. Et l'objectif, c'est pour l'année prochaine de doubler encore le volume de vente par rapport à ce fait. Et d'ailleurs, la MG4 va nous aider à atteindre cet objectif parce que là, depuis à peine un mois où on a ouvert les commandes, les voitures n'étaient pas encore arrivées dans le réseau pour les véhicules de démonstration et on est déjà à 1800 ventes sur le marché français. D'accord, il y a d'autres modèles qui vont arriver là dans la foulée? Alors on a effectivement un gros plan produit pour les prochaines années. L'an prochain, on débute les festivités du centenaire de MG. Et l'objectif, c'est qu'à la fin des festivités, qui se dérouleront jusqu'en 2025, on ait une gamme de 10 modèles adaptés aux besoins des Européens sur le marché français. Vous avez prévu de racheter Renault et Peugeot quand? On peut vous trouver où? On se trouve partout en France. Vous avez notre site mgmotor.fr pour trouver le store le plus près de chez vous. Et bien voilà, merci beaucoup Clément Lefebvre. Merci Clément Lefebvre, directeur de la communication de MG France. C'est marrant, on MG, une marque au moins qu'on connaît de nom. Allez, dans quelques instants et pour finir notre rendez-vous sur le stand Mobiliance dans le cadre du Mondial de l'Auto, nous allons recevoir, il est enfin arrivé après avoir attendu longtemps au rond-point pour garer sa voiture car il y a un succès phénoménal. Il y a une affluence terrible. Si vous venez, alors petit conseil d'ailleurs, si vous voulez venir sur le Mondial de l'Auto ce week-end, privilégiez les transports en commun une fois que vous arrivez sur Paris parce que sinon c'est impossible de se garer autour de la porte de Versailles. Lionel Robert qui sera avec nous pour nous parler des Awards de l'automobile dont Sud Radio est partenaire. Roule, le club automobile ouvert à tous présente en direct du Mondial de l'Auto. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Effectivement, juste avant de continuer notre rendez-vous, un coup de gueule, on va le dire comme ça, puisqu'on parle vrai sur Sud Radio, l'ami Jean-Luc, ce qui s'est passé hier soir avec une dizaine de rebelles sur le Mondial de l'Auto. Non, de militants écologistes. Oui, mais attends, comme ça, si tu veux, ce sont des militants même de extinction, donc ce sont des militants un peu, extrêmes. Voilà, qui sont venus sur le stand des voitures d'exception du salon de l'automobile. Il faut savoir que c'est un stand où il y avait de magnifiques voitures des Ferrari et qui sert pour l'association personnelle. Qui appartiennent surtout à des propriétaires. Exactement. C'est des propriétaires qui ont accepté de prêter leur voiture pour une exposition et on paye 5 € pour voir cette expo. Et les fonds sont relevés, sont donnés à l'association Personnage. Alors ces fameux extrémistes polluants, enfin soi-disant écolo et Extinction, le groupe a dénoncé une industrie polluante qui a cherché à laver son image en mettant des belles voitures. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient à peu près une dizaine. Ils sont venus avec de l'huile mélangée à de la colle. Ils ont mis ça sur 3 Ferrari avant que l'équipe de sécurité réussisse à les calmer. Enfin, les images sont sur les réseaux sociaux. Enfin, nous, on est outrés de ce genre de... Je suis outré, on demandera à Rémi ce qui risque d'ailleurs juridiquement, mais à mon avis, ça peut aller loin parce que je pense que les propriétaires des voitures ont des avocats assez compétents, donc ça devrait. C'est pour dire que ce genre de démarche, d'abord, ça ne mène à rien. C'est pas comme ça qu'on fera progresser les choses. C'est ridicule. C'est un manque de respect total. C'est pas comme ça. Moi, je défends l'écologie en matière de transport depuis déjà une vingtaine d'années. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire ça. C'est pas ça qui fera rouler plus propre Monsieur Tout le Monde au quotidien. C'est ridicule. Non, puis ils étaient tous assis, collés aux voitures. C'était ridicule. Bon, c'est ridicule. Voilà, donc ils ne font pas partie des Awards de l'automobile, j'espère. C'est Lionel Robert, bonjour. Lionel Robert, organisateur des Awards. Juste près du micro, Lionel, sinon ça va être compliqué. Parfait. Voilà. Non, moi je commencerai par une bonne nouvelle, c'est qu'il y a du monde au mondial. Ah bah énormément. Il m'a fallu quand même 45 minutes entre le moment où je suis arrivé au mondial et le moment où j'ai pu atteindre le stand. Donc non, ça prouve qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à la voiture. Il y a du monde au mondial, il y a du monde dans les awards. Oui. Un mot sur les awards de l'automobile dont Sud Radio est partenaire. Alors, on dénombre 47 marques inscrites cette année. On bat un petit record, on est très content de ça. 39 constructeurs, 8 équipementiers. Et puis une foultitude de candidatures puisqu'on a dépassé les 200 candidatures. Waouh. Voilà. On va rappeler que Monsieur Tout le Monde peut voter et même doit voter. Doit voter, sur le puisque site. c'est un scrutin universel, n'est-ce pas? Donc chacun peut le faire, même les femmes peuvent le faire. Là, je peux Alors pour ceux qui les écoutent transgenres radio, aussi. Non, c'est pas bien ça. Sûr. Comme Lionel sur le Mondial de l'Auto, sur le site de Mobiliance, c'est juste à mes côtés. Du coup, il en profite pour me taquiner. Voilà, et tu fais bien. J'aime beaucoup Laurence, c'est pour ça aussi. Non, effectivement, le scrutin est ouvert jusqu'au 31 octobre et elles sont 14 à se disputer le Grand Prix, le fameux Grand Prix, donc de voitures
préférés des Français. Il y a quoi que je puisse voter en direct à la radio? On liste un peu. Alors, ça commence. D'abord, il y a 4 voitures 100% électriques. On en parlait à l'instant avec MG. Donc, on a la Kia Niro EV. D'accord. Ça vous parle, Jean-Luc? Voilà. Oui, puisque ça sera bien efficient. C'est l'essai de la semaine prochaine. Formidable. Alors, un truc que vous connaissez sûrement pas, c'est la Leapmotor T03, qui d'ailleurs est au mondial. Mais si, je l'ai vu. Voilà. Leap, ça vient de lèvres? Non, c'est pas Lips, c'est Lips, c'est L-E-A-P. Voilà, exactement. Merci pour ceux qui écoutent la radio et qui n'ont pas le dictionnaire face à eux. C'est chinois, c'est une toute petite voiture citadine et qui annonce qui sera vendue plus de 400 km d'autonomie pour moins de 20 000 euros. Donc c'est encore un peu mieux qu'MG, mais en même temps c'est quand même plus petit. Mais c'est plus petit, c'est plus petit. Exactement. C'est la grande sœur de l'ami, quoi. Voilà, tout à fait. Renault Mégane E-Tech, qui fait un carton commercial. J'ai vu, on est à plus de 35 000 commandes. Lancé en mai seulement. Mais ça marche très très fort la Mégane E-Tech. C'est une très bonne voiture. C'est une bonne voiture. Très sympa à conduire, tout à fait. Le Volkswagen ID Buzz, qu'on va voir débarquer sur nos routes dans pas très longtemps. Ça c'est pour les surfeurs, ça. C'est pour les surfeurs. Alors un peu fortuné quand même, parce que contrairement aux propriétaires de combi des années 60 que vous avez bien connus, Jean-Luc, là ceux-là ça démarre quand même à 57 000 euros. Ça. 57 000 euros. Moi j'ai pas besoin de lunettes pour voir mes papiers. Je l'ai mérité. Alors, attention, pas de privé de joke parce qu'on est à la radio. Certains peuvent nous voir sur la page Facebook de radio, mais pas tous. Bon, très bien. À côté de ça, on a aussi 3 SUV plus ou moins électrifiés. Donc il y a le BMW X1 qui apparaît à la fois en PHEV et en 100% électrique désormais pour la première fois. Voilà. La DS7 qui a abandonné son côté crossback pour ne plus s'appeler que DS7 et qu'on distingue assez aisément, vous savez, avec ces pixels LED qu'elle a maintenant sur les côtés. Là, elle a 4 stries qui permettent de la reconnaître très aisément dans le trafic. Le nouveau Nissan X-Trail avec sa fameuse technologie e-Power. Vous avez peut-être déjà été récompensé, oui. Exactement, donc c'est plutôt un véhicule très intéressant et qui a déjà beaucoup cartonné, on va dire, sur le plan commercial depuis son lancement il y a maintenant une quinzaine d'années. On a deux berlines qui sont mi-berline, mi-SUV, on va dire, et qui sont sur une même plateforme en plus, qui sont donc la Citroën C5X, et la fameuse Peugeot. La nouvelle Peugeot 408. Qui est très jolie. Mais la C5X a une suspension qui est sans doute beaucoup plus souple que la Peugeot. Active. Qui fait que c'est la voiture la plus confortable du marché. Du moment, dire sans doute. Mais complètement. Bon, alors tant pis je le dis, mais bon, elle n'est pas jolie quoi. Moi je trouve qu'on s'y fait. Voilà. Jean-Luc Moreau, il a toujours dit ce qu'il pensait. Oui, il a raison, mais la publicité qui passe actuellement à la télé, et je trouve est très valorisante pour la voiture. Je ne sais pas si elle vous parle. Dans un contexte un peu... Pour moi, les plus valorisantes de l'intérieur que de l'extérieur, cette voiture, c'est un peu une pantoufle, quoi. Mais elle est très très conforme, je sais pas. On est vraiment très bien dedans. Alors après, on arrive à 3 SUV, on va dire, à la fois de luxe et de performance. Le nouveau Range. Ça c'est assez démocratique, ça démarre à quoi, à 140 000 euros à peu près, effectivement. Il va y en avoir une version électrique, 100%. Plus cher l'année prochaine, qui sera sans doute un petit peu plus cher. Très sincèrement, ce Range, c'est juste. Ah non, mais il est très beau. Il est très beau. Je vous ai vu parader avec. Oui, c'est vrai. Récemment, en toute place de la Concorde en plus. Voilà. Effectivement. Non, franchement, il est très très beau. C'est très très chouette. Alors 2 voitures encore extraordinaires. La Ferrari Puro Sangue, quand même le premier crossover. 4 portes, 4 places de Ferrari. Alors ça, j'aime pas. Ça vous plaît pas ça? Ah non, ça j'aime pas. Bon. En même temps, on en parle relativement peu, donc je crois pas que les fans soient forcément accros. L'Aston Martin DBX 707. Ah ça oui, j'aime mieux. Ça c'est pas mal. Ça j'aime bien ça. 707 chevaux. Ça c'est une idée de cadeau de Noël. Oui, je crois que Mobilian cherche à nous faire des cadeaux d'ailleurs bientôt. Et donc, il y a Laure qui est derrière et qui me regarde en disant. et je finirai. Il y a alors une bête de circuit. La Porsche 911 RS. Ah ça c'est bien. RS3. Juste incroyable. Valeur sûre. 525 chevaux, un truc, une bête de circuit. Voiture, on adore. La 911 qui fêtera ses 60 en thermique. Et là, sincèrement, en plus, les chevaux, ils sont vraiment quoi. Parce que parfois, on n'a pas les doutes, mais là, voilà. Et puis, j'ai terminé par la petite dernière dont on parle peu, mais qui est très sympa finalement, c'est la nouvelle Opel Astra. Ah, ok. Oui, c'est vrai qu'elle est jolie. D'accord. Qui existe déjà. C'est une 308 avec un design différent. Exactement, et qui sort elle aussi en électrique l'année prochaine. Donc, on peut voter jusqu'au 31 octobre sur le site automobileawards.com. Et on aura les résultats le 8 décembre. D'accord. Et on est déjà à plus de 30 000 votes. Donc, quand même. Allez-y, votez. Et l'équipe de Sud Radio donc gagne le véhicule qui. Exactement. Voilà.
C'est pour ça, votez pour la LIP, parce que c'est quand même la moins chère. Et c'est Mobiliance qui paye. Et voilà. Et bien, puisqu'on parle de Mobiliance, qui en tout cas, au-delà de payer, nous a accueillis merveilleusement bien. Ils nous ont déjà invités. Merci beaucoup, Lionel. Il nous reste à peine 2 minutes, on va dire. Un mot. On a retrouvé Monsieur Xavier Oran, qui est le délégué général de Mobiliance. Un mot sur ce salon, puisqu'on va sur mondial qui va se terminer demain. C'est une bonne manière de terminer l'émission avec notre ami Lionel, parce que ces awards auront lieu à l'Automobile Club de France, et l'Automobile Club de France est l'organisme, l'institution vénérable, mais qui avait inventé le premier salon, la première exposition internationale d'automobile. C'était en 1898. C'était le temps des pionniers, à une époque où il y avait même pas 3000 voitures qui circulaient en France et moins de 500 camions. L'époque a bien changé, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours le temps des pionniers. Et c'est bien ce qu'on a vu, et c'est bien ce que je retiens de ce mondial de l'automobile 2022 et d'Équipe Auto. L'innovation est au rendez-vous. On est sur une nouvelle ligne de départ. Tout est à réinventer. On a de très nombreux atouts. Il y a des risques, mais je retiens surtout les opportunités. Et puis cette jeunesse qui est au rendez-vous de manière massive à l'occasion de ce mondial de l'automobile et d'Équipe Auto. C'est sans doute la meilleure nouvelle de ce mondial. On disait le mondial mort. Je dis vive le mondial, vive l'automobile. Et Xavier, la belle surprise des gens qui passent nous voir sur le stand de Mobiliance, c'est notre patron des stations-service de France. Un mot sur les stations-service, il nous reste 45 près de chez moi secondes. sont encore fermés. Un mot sur les stations-service, il nous reste 45 secondes, mais vous venez d'arriver, je vous saute dessus. La situation s'arrange et s'arrange bien. Monsieur Poussier. On est aujourd'hui à peu près 15% de stations en rupture totale ou partielle. Sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. C'est 15% autour de chez moi, quoi. Apparemment, oui. Alors c'est vrai que je vous concède qu'en zone nord de Paris, c'est encore un peu difficile. Mais au-delà de ça, comment survivent votre métier? Comment vous survivez aujourd'hui? Parce que là, vous avez quand même perdu beaucoup, quoi. Ces 3 semaines ont été très compliquées. Vous avez 2 solutions. C'est soit il y avait du carburant et c'était l'anarchie, ou soit il n'y avait pas de carburant, comme un de mes adhérents que je viens de rencontrer, qui a vécu 19 jours sans carburant. Ouais. Et donc là, mais le chiffre d'affaires, c'est terrible, là. Le chiffre d'affaires, c'est terrible, puisqu'on marche essentiellement sur une petite marge, je vous rappelle, à 2 centimes net. Donc là, pendant un mois, ça a été compliqué. Parce que c'est aussi ça le monde de l'auto. Merci beaucoup Francis Poussier, qui est donc le boss des stations-service en France. Et c'est le boulot de Mobiliance d'aider la conversion de ces stations-service traditionnelles pour leur faire passer le virage de cette transition écologique. Il ne faut pas oublier cet aménagement du territoire. C'est très important quand on parle d'infrastructure. Merci beaucoup à vous deux. Je vous ai sauté dessus, monsieur Francis, là, pour parler des stations, mais c'est tellement d'actualité en ce moment. Ce week-end, vous avez de gros rendez-vous. Votre rendez-vous dans Sud Radio Mag Sport de 19h à 20h30. Philippe Spanghero va recevoir à 19h45 un grand personnage du monde du rugby. Il va retracer avec lui sa vie rythmée par les rebonds du ballon ovale. C'est Jean-Pierre Rive. Et puis surtout demain, on va faire une émission spéciale hommage à Jean Telet, grand bonhomme de la bande dessinée, mais aussi romancier. Si vous n'avez pas lu Je, François Villon, allez-y. Et on le retrouve demain, dimanche à 14h, dans l'émission que Jacques Pessis lui avait consacrée, qui sera rediffusée. À bientôt, l'ami Jean-Luc. À la semaine prochaine. Avec bonheur et avec toujours beaucoup d'impatience.